Donc en fait, tu vois que tout le système de CBDC au niveau de l'Union européenne est déjà en place depuis 2017. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'on retrouve aussi Bill Gates. Parce que tout le monde nous dit toujours, dès que tu sors de Bill Gates, ouais, t'es complotiste. Sauf que si tu vas sur le site de la Banque mondiale d'un projet qui s'appelle le projet FAST, eh ben, rien que sur la page d'accueil, il y a écrit que ce projet est financé par la fondation Bill and Melinda Gates. Et ça, c'est un point que personne ne parle, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les CBDC. On a aussi vu dans le dernier des rapports de la BRI qui voulait obtenir plus que des informations de solvabilité pour faire des prêts. Dans leurs documents, ils nous parlent même des résultats scolaires. En CP, si tu as eu 0 sur ta dictée, eh ben, c'est dans ton portefeuille numérique global de citoyen. Et ça sera inscrit, et ta banque, en plus de ta solvabilité, elle regardera ce qu'il y a dans ces informations-là pour t'accorder un crédit ou non. Mais bien sûr, il t'écrit toujours ça de manière « Ah, mais c'est pour être plus inclusif et machin chose, soi-disant, si t'es pas si solvable que ça, mais t'as été un bon citoyen, ben là, on t'accordera ton crédit. » Et tout ça, c'est en libre accès dans le dernier rapport annuel de la BRI. C'est incroyable ce que tu racontes. Je suis content d'être ici parce que il y a quand même un gros sujet qui nous attend. Ouais. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai préparé mon petit calepin. Il y a beaucoup de gens qui doivent se demander quand même qui je suis, c'est qui ce guignol sur ta chaîne, tu vois. Surtout avec Et la donc, bah, cagoule, tout les lunettes. simplement, ouais, voilà. Mais au départ, c'est un personnage. Mais pour que les gens comprennent, je ne me prétends rien d'autre que Babar le complotard. Parce que il y a plein de gens qui se prétendent ceci ou cela en économie et qui, pour moi, racontent n'importe quoi. Et donc, en étant Babar le comploteur, je suis obligé de prouver tout ce que je dis. La deuxième chose, c'est que j'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis pas comme certains, je vends rien du tout. J'ai juste ma chaîne YouTube, mais c'est tout. Et la troisième chose, c'est que bah, sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, on va parler forcément, on va avoir notre entretien, donc je peux pas afficher tous les liens de ce que je vais dire, mais sur ma chaîne YouTube, il y a tous les liens de ce que je dis et je n'utilise que des sources officielles, ou on va dire 95% de sources officielles. Ok. De toute manière, pendant notre échange, je pense que tu vas sourcer pas mal de choses et on rajoutera dans la description toutes les études que tu mentionnes, les chiffres pour que les gens puissent aller regarder aussi. Et puis, bien sûr, on mettra aussi le lien de ta chaîne pour que les gens aillent voir un peu tout le travail que Euh, tu as fait. Concernant tous les liens, ça va être compliqué parce que là, c'est un résumé de toutes mes vidéos. Donc, Ok, ok, déjà, bon, ça rentrera pas dans les 5000 caractères de la description YouTube. Après, je pourrais toujours te donner le lien des liens que j'ai mis sous la description de mes vidéos qui, en fait, est un fichier texte avec tous les liens de toutes les sources. ok, on fera ça. Donc, démarrons. Euh, Toi, tu tiens une thèse un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas dans notre cercle à nous, qui est un peu les bitcoiners qui remettent en cause le bien fondé des banques centrales, de la création monétaire, où voilà, on passe beaucoup de temps à répéter que voilà, c'est la source un peu de tous nos problèmes, que ça crée de l'inflation, qu'ensuite ça disrupte les signaux économiques, que il y a une sorte de création monétaire qui est faite discrétionnaire, que en fait on va donner la possibilité à certains de produire de l'argent, donc d'avoir une activité économique qui arrive en premier. Donc il y a l'effet un peu cantillon. Ils vont pouvoir dépenser les ressources avant les autres. Et toi, en fait, tu reviens un petit peu sur toutes ces choses sur ta chaîne. Tu nous expliques déjà, je suis tombé là sur une vidéo, je nous explique en fait la Fed, ça serait pas la seule banque centrale américaine, mais qu'il y en a une autre secrète dont on ne connaît pas pour la plupart l'existence. Et tu dis surtout et très souvent que en fait, il y a un problème de liquidité, que en permanence, nous, on répète qu'il y a trop d'argent, qu'on fait que d'en imprimer, d'en créer du nouveau et que ça inonde le marché. Et en fait, toi, tu dis même l'inverse, qu'en fait, on manquerait de liquidité, mais en fait, c'est juste un problème de comptabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, on va revenir sur le premier point, la banque centrale secrète des États-Unis, c'est ce qu'on appelle c'est la Federal Home Loan Bank.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand une banque est en difficulté de liquidité, si elle commence à voir la Banque centrale américaine, la Fed, et qu'elle lui dit ah mais je suis en difficulté, et ben en fait quelque part elle se tire une balle dans la tête parce qu'en fait tout le monde va être au courant. Donc le but de la banque si elle est en difficulté, c'est de trouver des liquidités sans que personne le sache, sans que personne sache qu'elle est en difficulté. Donc en fait la Federal Home Loan Bank, pour faire très simple, au départ eux ils accordent des prêts hypothécaires. Donc, en fait, les banques arrivent à la FHLB, ils demandent un prêt à la FHLB. Ce qu'il faut dire sur ces prêts, c'est que ces prêts ont des conditions qui sont extrêmement dures, de sorte que la FHLB n'a pas perdu un centime depuis sa création. Mhm. Donc, ça fait plus de 100 ans que ça existe et ça n'a jamais perdu un centime. Et parce qu'en fait, grosso modo, si la banque coule, c'est eux qui sont remboursés en premier avant tout le monde. Et en fait, quand une banque va voir la FHLB et qu'elle obtient un prêt, eh ben en fait, devant toutes les autres banques, elle peut dire ah ben moi j'ai aucun problème dans mon bilan, j'ai juste fait un prêt hypothécaire. Alors que si elle va voir la Fed en lui disant qu'elle est en difficulté, eh ben en fait elle va être stigmatisée par toutes les autres banques et plus personne ne voudra faire affaire avec elle. Donc en fait, c'est pas tout à fait une deuxième banque centrale, mais les banques l'utilisent comme une deuxième banque centrale pour en fait, quelque part, contourner le système et ne pas faire croire qu'elle est en difficulté. Et d'ailleurs, on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a un problème comme 2008 ou comme d'autres crises, comme ce qui s'est passé il y a 1 an et demi en mars, quand en fait on a vu SVB et compagnie couler, eh ben, on a vu que les mois avant, il y avait eu beaucoup de prêts qui avaient été faits à la FHLB. Donc en fait, à chaque fois qu'on voit les prêts augmenter à la FHLB, ça veut dire qu'il y a un risque sur les banques américaines, Ok, grosso modo. ok. Donc ça, c'était le premier point. Et Maintenant, le juste pour, deuxième point, oui. pour continuer là-dessus, avant de passer à autre chose, tu dis elle n'a jamais perdu d'argent, mais elle y gagne quand même de l'argent. Elle arrive à faire son business. Genre, c'est une banque rentable. Oui, 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 Et en fait, oui, 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 on mais n'a pas creusé, mais c'est un ensemble en fait de banques. C'est un peu comme ce qui aurait dû être la réserve fédérale. Elles ont toutes un peu leur indépendance et on l'appelle sous un même nom, mais en fait, c'est plein de banques différentes, c'est ça? oui, voilà, en fait, la Fed aussi, hein. La Fed, c'est un regroupement de plusieurs banques. Il y a la Fed de Saint-Louis, la Fed de Richmond, la Fed de New York et compagnie. Et c'est pareil pour la Federal Home Loan Bank. C'est un conglomérat de banques qui sont à moitié privées, mais qui ont quand même un soutien de l'État et qui, en fait, chacune a un petit peu ses règles. Par exemple, justement, quand une banque veut faire un prêt à la FHLB, les conditions ne sont pas les mêmes de l'une à l'autre. Enfin, grosso modo aussi, mais il y a quand même quelques petites différences. Mais la FHLB dans son ensemble, si tu prends toutes les FHLB, il n'y en a aucune qui n'a jamais perdu un seul cent. Ok. Parce que dès qu'une banque coule, tout ce qui est resté à la banque va directement à la FHLB. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que leurs transactions sont surcollatéralisées. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on verra après, c'est ce qu'on appelle c'est la décote des actifs. C'est-à-dire que quand tu veux faire un prêt, par exemple, à la Banque centrale, tu es obligé de donner un actif à la Banque centrale et tu as une décote de cet actif en fonction de la qualité de cet actif. Et les conditions sont beaucoup plus dures à la FHLB que par exemple à la Fed. Mhm. Donc justement, la FHLB, d'une déjà en amont, elle se préserve beaucoup, mais en plus, dès qu'une banque coule, eh ben, en fait, elle est remboursée avant tous les autres créanciers. Ok. Mais après, elle fait pas non plus des bénéfices dingues parce qu'en fait, justement, le but de la FHLB au départ, c'est de donner des prêts hypothécaires à des taux qui sont assez bas. C'était ça au départ, quelque part, le but pour simplifier les choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette banque, qui n'est pas au départ une banque centrale, est utilisée comme banque centrale par les banques en difficulté pour justement ne pas se faire stigmatiser par les autres banques comme si elle allait à la Fed et en disant ouh là là, je suis en difficulté, il faut m'aider et compagnie. Là, si une banque elle fait ça, bah, elle se tire une balle dans la tête et c'est Mhm. fini pour elle, grosso modo. Et Plus personne n'a confiance. tu dis qu'elle remplace au fur et à mesure la Fed et
dans quelle Non, proportion? pas au fur et à mesure. Elle la remplace en cas de difficulté Ah, ok, ok, pour cacher le bilan des banques, pour dire juste, moi, je suis pas en difficulté, j'ai juste fait un prêt hypothécaire, ok. Et c'est quoi à au peu près lieu les d'aller ordres à de la Fed grandeur? et de pleurer pour avoir des liquidités. Et les ordres de grandeur, c'est quoi à peu près entre la Fed et la FHLB quand il y a ces périodes de crise un petit peu, Attends, genre c'est du 4-5% en plus ou c'est vraiment d'un coup c'est 50%, 60% tu parles de quoi là? De ce qui est de, prêté? de ce qui est prêté, ouais. Là, franchement, ça, je pourrais pas te dire parce qu'en fait, le problème, c'est que le niveau des réserves bancaires, il change tout le temps. Et comment te dire? C'est quelque chose qui est un peu trop complexe pour être comparé comme ça un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire que la FHLB, bon, on a les chiffres, hein. Par exemple, là, attends, je vais vite aller sur mon ordi pour regarder vite fait, te dire un petit peu les montants qui sont prêtés par les FHLB. Alors, on est sur des chiffres de 90 000 millions de dollars. Ok. C'est ce qui a été prêté. On était même à 96 676 000 millions de dollars. Donc après, il faut remettre ça Ça fait quoi? Ça en fait, milliards de dollars. ça fait Et 87 ça, millions? c'était ouais, attends, il faut faire le calcul. C'est C'est-à-dire dur que là. tu fais en... Donc ouais, on est à 96 milliards. Ok. Ok. Grosso modo, c'était le pic en 2022, en fait, juste avant qu'en fait, bah, les banques elles coulent en mars 2023. En 2008, on était à 40 milliards de dollars. Après, ça a baissé et ça a remonté en 2018 à 57 milliards de dollars. Et après, on avait eu une mini-crise en septembre 2019, mais ça, on pourra en revenir plus tard. Hmm. Et après, vraiment, de 2021 à 2022, c'est passé de 40 milliards de dollars à 96 milliards de dollars. Ok. Et donc sur Le seul l'autre. truc, c'est que, Vas-y. oui, Non, non, vas-y, vas-y. le seul truc, tu vois, c'est que si tu parles des réserves bancaires, euh, le problème, c'est que tu peux pas dire que les réserves bancaires, c'est que en cas de crise, puisque les banques ont tout le temps des réserves bancaires. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, en fait, c'est très difficile de faire un parallèle entre ce que la Fed prête quand une banque est en difficulté et ce que la FHLB elle prête. Ok. Du coup, si tu vois ce que je veux dire, puisque les banques, justement, c'était là quand je voulais commencer par tous les types de monnaies. C'est-à-dire que à la Banque centrale, tu as trois taux. Tu as le taux de dépôt, c'est-à-dire qu'une banque, elle a son compte à la Fed et sur son compte, il y a de la monnaie de banque centrale et elle est rémunérée au taux de la Banque centrale, au taux de dépôt. D'accord? Ensuite, bah, tu as le taux de prêt marginal qui est, si tu veux, tu as le taux de refinancement, d'accord, qui est le principal taux directeur des banques centrales, d'accord, et qui justement il permet de refinancer bah, les banques, hein, tout simplement quand elles ont besoin bah, de monnaie de banque centrale, mais que c'est pas en cas de crise, tu vois ce que je veux dire? Et après, tu as le taux d'escompte qui est vraiment en cas de crise, qui est le taux le plus haut enfin, le taux le plus fort des banques centrales. Parce que ça, c'est vraiment quand une banque est vraiment en difficulté de liquidité, surtout à court terme, c'est là où elle va pleurer à la banque centrale. Et c'est là où justement la banque centrale va lui donner des liquidités, mais à un taux qui sera plus haut qu'au taux de refinancement. D'accord? En fait, Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, oui, chaque emprunt, sa grande différence, c'est la durée que tu as pour le rembourser, c'est ça. Et donc le taux s'adapte en fonction de la durée. C'est un peu ça? en fait, si tu veux, le taux de refinancement, c'est plus long
que le taux d'escompte, mais comme c'est pas un taux ou enfin c'est pas un prêt qui dit que la banque est en difficulté, forcément il sera plus bas. Ok. C'est le taux d'escompte, c'est le taux où vraiment la banque est en difficulté et c'est là où en fait elle pleure à la Fed pour avoir de l'argent. Mais en général, au lieu de faire ça, les banques américaines, elles vont à la FHLB plutôt que d'utiliser le guichet d'escompte. Ok. D'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une banque, elle veut de la monnaie de banque centrale, eh ben, en fait, il faut qu'elle donne un collatéral, il faut qu'elle donne un titre. D'accord? Donc, si je prends par exemple la BCE, si une banque, par exemple la BNP, elle veut de la monnaie de banque centrale de la BCE sur son compte à la banque centrale, et qu'elle donne par exemple un bon au trésor français qui a une maturité de 1 an, c'est-à-dire que c'est de la dette française qui sera remboursée au bout de 1 an par l'État, d'accord? Eh ben, il y a une décote des actifs de 0,5%. C'est-à-dire qu'un bon au trésor de 100 euros, il ne vaudra que 99,5 euros en tant que collatéral. En fait, la banque ne recevra que 99,5 euros comme en monnaie de banque centrale, au lieu d'avoir 100 euros. D'accord? Ouais. Et donc, ce qu'il faut savoir sur ces réserves bancaires, sur cette monnaie de banque centrale, c'est qu'elle n'a pas cours légal. On ne peut rien acheter d'avec. En fait, ça sert surtout aux banques pour se payer entre elles. On verra après pourquoi elles ont besoin de monnaie de banque centrale. C'est pour ça que, en fait, tu ne peux pas comparer le niveau des réserves bancaires des banques par rapport à ce qui est prêté à la FHLB, parce que la FHLB, c'est surtout... Enfin, déjà, le problème, c'est que déjà, dedans, tu as des prêts hypothécaires, mais en plus, tu as des banques en difficulté. Donc, déjà, savoir qu'est-ce qui est prêté pour les banques en difficulté et qu'est-ce qui est prêté pour un prêt hypothécaire standard, bah, en fait, tu ne le sais pas, parce que même la FHLB, non, on n'en sait rien. La FHLB, tant qu'on lui donne un collatéral et qu'on accepte son taux d'intérêt, elle donne de l'argent. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Et donc, même elle, elle ne sait pas si la banque, en fait, elle est là juste pour son prêt hypothécaire ou pour se renflouer. C'est pour ça que savoir ce que donne la FHLB par rapport à la Banque centrale pour les banques en difficulté, c'est très dur de le déterminer, en fait. C'est même, je dirais, impossible, à moins d'être dans ces banques-là, Ok. d'être à la Fed ou à la FHLB, et encore, il faut déjà être à un certain niveau. Mais donc, pour en revenir à la monnaie de banque centrale, donc justement, les gens pensent que la banque centrale, en fait, elle a la planche à billets, elle donne des liquidités sans rien, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. La banque centrale, elle a un bilan. Et il faut que son bilan, il soit équilibré, parce qu'en fait, tout ça n'est que psychologique. C'est quelque part l'idée sous-jacente de ma chaîne YouTube, c'est que le seul pouvoir des banques centrales, en fait, il n'est que psychologique et rien d'autre. Et donc, en fait, puisque tout est psychologique, il faut jamais dire que la monnaie est fabriquée sur rien. Même, on reviendra après, mais même sur le quantitative easing, les banques ne donnent, enfin, la banque centrale ne donne pas des liquidités pour rien. Elle achète de force un titre et elle donne des liquidités. Et donc, dans son bilan, il faut toujours que son bilan soit équilibré pour une histoire de crédibilité. Pour dire que moi, je donne pas de la monnaie de banque centrale pour rien. Mais cette monnaie de banque centrale, tu peux rien acheter avec. Donc, en fait, tu peux en donner des tonnes et des tonnes. Ben, en fait, ça changera pas grand-chose. Et Mais en donc, fait, vas-y, euh, je te laisse terminer. pardon? Je te laisse terminer. Et donc, euh, attends, j'en étais où là? Je disais que justement, elles peuvent en donner des tonnes et des tonnes. Et en fait, bah, ça change absolument rien. Et en fait, il faut savoir que des fois, à cause de leur politique monétaire, eh ben, en fait, des fois, les banques centrales sont en déficit. Et quand elles sont en déficit, bah, c'est arrivé l'an passé avec la banque d'Angleterre. Eh ben, en fait, on taxe le peuple. L'an passé, en fait, ils ont taxé de 44 milliards de livres sterling le peuple anglais pour renflouer la banque centrale. Alors que la banque centrale peut créer de la monnaie de banque centrale autant qu'elle veut. Si elle veut, elle peut vraiment faire marcher la planche à billets pour rien. Mais juste pour une histoire de crédibilité, pour dire que leur bilan est bon, eh ben justement ils vont taxer bah, là les Anglais pour renflouer les comptes et dire bah, voilà nos comptes sont équilibrés. À l'inverse, quand la banque centrale fait des bénéfices, elle reverse ses bénéfices à l'État. Donc, en fait, la banque centrale ne fait jamais de bénéfices. Soit elle est en déficit et on taxe le peuple, soit elle fait des bénéfices et elle donne les bénéfices à l'État.
Ok. Donc ça, c'est quand même important à le comprendre. Et après, ils ont même certaines techniques pour en fait contourner leurs propres règles. C'est-à-dire que par exemple, on a ce qu'on appelle les comptes GRA, le Gold Revaluation Account. C'est-à-dire que les banques centrales, elles ont de l'or. Et donc, en fait, leur or, on va dire, je vais dire une connerie au hasard, elles ont acheté par exemple l'or 1000 $ l'once. Et aujourd'hui, on est à 2500 $ l'once. Eh ben, en fait, elles vont dire qu'elles ont fait un bénéfice non réalisé, d'accord? Elles ont pas vendu leur or pour dire, ah bah tiens, bah comme ça, on va pouvoir émettre plus de monnaie de banque centrale. Ou même, on avait des banques centrales comme la Banque centrale de Saint-Marin qui, en fait, s'est revendue à truc elle-même son propre or pour dire, ah bah tiens, maintenant, j'ai fait un bénéfice réalisé, donc je peux émettre plus de monnaie de banque centrale. Ok, mais elle peut se le vendre au prix qu'elle veut si elle se le vend elle-même. Oui, mais elle va le vendre au prix du marché. Ok. Et donc, Parce à part... qu'après, c'est toujours pareil, c'est une histoire de crédibilité. Si Ouais. elle commence à se vendre 10 000 $ l'once, forcément, elle va pas être crédible aux yeux du monde. Le plus important pour une banque centrale, c'est d'être crédible, c'est sa crédibilité. Ok. C'est ça qui est le plus important. Et donc, le problème, c'est que justement, toutes ces différentes monnaies, en fait, personne n'en parle. Quand en fait on parle de quantitative easing et compagnie, on ne dit jamais si c'est en monnaie de banque centrale ou autre chose et qu'est-ce qui se passe avec ceci. Donc, on peut dire oui, la planche à billets, ceci, cela, mais si c'est en réserve bancaire qui ne reviennent jamais dans l'économie, est-ce que c'est vraiment de la planche à billets? Et si tu peux rien acheter avec ces réserves bancaires, est-ce que c'est vraiment de la planche à billets? Et surtout la question la plus interdite, c'est est-ce que les réserves bancaires sont vraiment de la monnaie? Puisqu'en fait, ça ne sert qu'aux banques à se payer entre elles. Et après, elles peuvent aussi acheter des bons au trésor avec, mais ça, on verra ça peut-être plus tard. Parce qu'en fait, il y a une deuxième forme de monnaie, c'est celle qu'on utilise tous les jours, c'est la monnaie commerciale. C'est ce qu'on a sur notre compte en banque, en fait. Et en fait, cette monnaie, eh ben, en fait, c'est que les banques privées qui l'émettent, hein, comme la BNP, le Crédit Mutuel ou n'importe quelle banque, la Banque Postale et tout. C'est ce qu'on a en dépôt sur notre compte. Et ça, en fait, il y a vraiment principalement, il y a deux sources. La première source, c'est le crédit. C'est quand une entreprise ou un particulier ou n'importe qui fait un crédit, et ben en fait, la banque crée cet argent à partir de rien. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent n'a pas cours légal. Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on paye avec une carte bancaire, eh ben, en fait, ça n'a pas cours légal. On paye avec un moyen de paiement qui n'a pas cours légal. C'est en fait, on verra après pourquoi ça marche quand même, mais il faut savoir que la monnaie commerciale non plus n'a pas cours légal. Et la deuxième sorte de création monétaire de monnaie commerciale, eh ben, c'est quand une banque achète un actif à une non-banque. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, toi, tu es au Crédit Mutuel et la BNP, elle vient et elle te dit, ah bah tiens, bah, tu as un bon au trésor ou tu as une obligation française ou bien tu as une action ou même je veux t'acheter ta maison. Eh ben, la banque, elle va pas piocher dans son propre compte en banque. Non, elle va créer de l'argent à partir de rien, de la monnaie commerciale et elle va t'acheter ton bien comme ça, ton actif. Et ça, c'est personne n'en parle en fait. Et donc, en fait, le problème, c'est que derrière, bah, si tu regardes ça, il y a des gens un peu malins, ils se disent, ouais, mais alors les banques, elles pourraient tout acheter comme ça, puisqu'elles ont crédit illimité. Et en fait, bah, la seule limite aux banques, c'est leur solvabilité. Parce que si leur bilan il commence à devenir mauvais et que tout le monde commence à avoir peur et retire son liquide au distributeur, et ben en fait, tu as un Silicon Valley Bank, Ok. tout simplement. Donc, les banques ne vont pas tout acheter n'importe comment parce que, en fait, c'est toujours en fonction de leur solvabilité. Mais en théorie, si elles ont une solvabilité infinie, elles pourraient acheter de manière infinie. Et la, D'accord? la solvabilité Et la, la solvabilité dans ce cas-là, c'est est-ce que elle aura la liquidité nécessaire lors d'un moment un peu inhabituel de personnes qui voudraient sortir leurs fonds ou d'une crise où d'un coup elle a, je sais pas, d'habitude elle a des dépenses à faire de ce genre de choses et d'un coup en fait elle a plus la liquidité nécessaire, elle serait obligée de vendre des choses et d'un coup on se rend compte que bah, elle en est pas capable, qu'elle a pas assez de réserves et c'est ça le souci. ouais, en fait, on verra ça quand on verra juste après le cash.
Ok, vas-y, d'accord? je te laisse Pour terminer. Je te laisse comprendre terminer. comment est-ce qu'elle peut faire faillite. Et ce qu'il faut savoir par rapport à cette monnaie commerciale, c'est en fait c'est de l'ingénierie d'écriture comptable. C'est ça en fait. Le système bancaire actuel, et même depuis très longtemps, c'est de l'ingénierie d'écriture comptable en fait. Et donc, quand par exemple, comme je te dis, toi tu es au Crédit Mutuel et la BNP veut t'acheter un truc, donc elle émet de l'argent à partir de rien, mais il faut qu'elle envoie cet argent sur ton compte en banque à toi. D'accord? Et donc, il faut que, toi qui es au Crédit Mutuel, il faut que le Crédit Mutuel accepte la monnaie commerciale créée par la BNP. C'est pour ça que la BNP va devoir donner une compensation au Crédit Mutuel pour garantir cet argent. D'accord? Et donc, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est que la BNP donne un titre au Crédit Mutuel. Ça peut être de la dette française, des actions, un titre. D'accord? Comme collatéral. La deuxième chose, c'est qu'elle donne de la monnaie de banque centrale, des réserves bancaires. D'accord? C'est déjà là où elle peut être en difficulté si elle n'a pas assez de réserves bancaires pour garantir la monnaie commerciale qu'elle vient de créer. D'accord? Parce qu'elle doit donner vraiment l'équivalent. Si par exemple ça valait 100 euros, eh ben, il va falloir que la BNP envoie 100 euros de monnaie de banque centrale au Crédit Mutuel, en plus des 100 euros de la monnaie commerciale. D'accord? Et la troisième possibilité, eh ben, la BNP, elle va voir le Crédit Mutuel et elle lui dit est-ce que tu peux me faire crédit, s'il te plaît? Et en fait, dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. Tant que les banques se font à peu près confiance, ça marche comme ça. Le problème, c'est quand les banques n'ont plus confiance, c'est là où en fait elles demandent même plus de la monnaie de banque centrale, elles demandent plus que des titres. Et c'est là où ça va devenir un gros problème parce qu'en fait, tout le monde pense que c'est la monnaie de banque centrale, la monnaie des banques, mais en vérité, c'est les collatéraux, c'est-à-dire toujours tous les titres qui sont utilisés comme collatéral. Mais ça, on le verra après. Et après, comme autre type de monnaie, tu as la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets, d'accord? Et ça, c'est la seule monnaie légale. Il n'y a rien d'autre qui est légal. La carte bancaire, Lydia, ton téléphone ou Apple Pay ou tout ça, ça n'a pas cours légal. La seule chose qui a cours légal, c'est la monnaie fiduciaire. Alors, quand tu payes avec ta carte bancaire, comme je t'ai dit, c'est de l'ingénierie d'écriture comptable. Donc, en fait, c'est simplement une écriture comptable qui va passer d'une banque à une autre. C'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça que le paiement, il peut passer. Mais c'est pas un paiement qui a cours légal normalement. Ok. D'accord? Et donc, la monnaie fiduciaire, est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi est-ce que les billets, c'est partout les mêmes en Europe et pourquoi les pièces, elles sont différentes d'un pays à un autre? Je m'étais jamais posé la question, mais j'ai entendu la réponse, notamment sur ta chaîne. Je te laisse la réexpliquer. Voilà. Parce que, enfin, il y a personne qui t'explique ça. En fait, les billets, ils sont émis par la banque centrale et les pièces, c'est de la monnaie gouvernementale. C'est émis par les départements du Trésor de chaque pays européen. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre par rapport à toutes ces histoires de dettes et machin chose, mais on verra ça plus tard, que l'État est un émetteur de monnaie. Et par rapport à ça, ce qu'on peut aussi dire, c'est que, par exemple, il y a il y a les pièces d'investissement en argent. Bon, là, c'est une pièce australienne, mais si par exemple on prend les pièces françaises, et ben ces pièces-là, elles ont cours légal, mais que dans leur pays d'origine. Elles n'ont pas cours légal, même si elles sont dénominées en euros. Si tu as une pièce en argent où il y a écrit 100 euros, et ce qu'elle vient de la monnaie de Paris, tu peux la dépenser qu'en France. Tu peux pas la dépenser en Allemagne. Elle n'a pas cours légal en Allemagne. Et ça, c'est une des choses qui montre que l'euro n'est pas tout à fait une monnaie commune, c'est que chacun a encore sa propre monnaie, mais qu'elles s'appellent toutes euros et elles ont toutes la même valeur en fait, quelque Ok. part. Mais C'est qu'est-ce un que peu toi, plus complexe, mais pour que tout le monde comprenne bien de manière simplifiée, c'est ça, puisque si tu regardes, chaque pays a encore un émetteur de monnaie avec ses pièces. Hmm. Mais ce que tu disais dans ta vidéo que j'avais retenu, c'était que en fait, chaque État produisait la monnaie, les pièces, et les vendait ensuite à la Banque centrale européenne. Et en échange, Voilà. quoi, l'État reçoit Non, quoi? elle les vend à sa propre banque Ah, centrale. ah, ok, la Banque nationale, en fait, c'est ça? Voilà. Parce Ok. que c'est compliqué entre la Banque centrale européenne, la Banque de France.
Par exemple, la Banque de France émet plein de billets. Si tu prends une autre banque centrale, je sais pas, par exemple, la Pologne ou quoi, c'est une banque centrale qui va pas émettre des billets comme la Banque centrale française. Après, tu as quand même trois grosses banques centrales au sein de la BCE qui sont l'Italie, la France et l'Allemagne qui ont vraiment le gros lead sur tout ça, si tu veux. Mais là, on rentre dans des choses un peu plus complexes. Mais grosso modo, quand l'État il émet des pièces, par exemple une pièce de 2 euros, eh ben, je ne sais pas combien ça coûte à fabriquer, mais disons que ça coûte 10 centimes à fabriquer, eh ben, en fait, ils vont vendre ça 2 euros à la banque centrale. Donc, même le gouvernement, il taxe sa propre banque centrale. Comme quand la banque centrale fait des bénéfices, l'État récupère les bénéfices de la banque centrale. Ok. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez drôle. Et après, justement, c'est là où on en vient comment une banque peut faire faillite. C'est que bah, comment est-ce qu'une banque, elle fait pour avoir des billets dans son distributeur? Et en fait, c'est là où il y a une transformation de la monnaie de banque centrale en monnaie fiduciaire. Mais il y a un paramètre à faire attention parce qu'il y a des gens comme Tom Benoît, ils vous disent qu'un billet de 20 euros, c'est l'équivalent de 20 euros de monnaie de banque centrale. En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, si par exemple bah, la BNP elle a 1000 euros de réserve bancaire sur son compte à la Banque centrale et qu'elle veut 500 euros de billets dans son distributeur, eh ben, il va falloir qu'elle donne 500 euros de ces 1000 euros de réserve bancaire et ensuite la Banque centrale va lui envoyer 500 euros de billets dans son distributeur. Donc il ne restera plus que 500 euros de réserve bancaire à la BNP sur son compte à la Banque centrale. Le seul truc, c'est que pour mettre en circulation dans l'économie réelle ce billet, bah, si toi ou moi ou n'importe quelle entreprise, on n'a pas de l'argent de monnaie commerciale en dépôt sur son compte à la banque, bah, on ne peut pas retirer cet argent. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que cette monnaie, qui au départ est de la monnaie de banque centrale, elle arrive dans l'économie, il faut qu'il y ait une écriture comptable en monnaie commerciale qui soit créée quelque part. Donc une richesse qui soit créée quelque part. Donc, si tu veux, jamais de la monnaie de banque centrale peut arriver dans l'économie réelle s'il n'y a pas une richesse en monnaie commerciale qui est créée quelque part. C'est pour ça qu'on peut donner autant de réserves bancaires qu'on veut, ça ne va pas rentrer directement dans l'économie réelle s'il n'y a pas une richesse créée en monnaie commerciale quelque part. Hmm. Mais comme on a dit, la monnaie commerciale, ça vient soit des crédits ou soit quand une banque elle achète un actif. Et c'est comme ça que justement, bah, une banque, elle peut se retrouver vite en faillite si tout le monde commence à retirer son cash. Parce qu'alors on vide totalement ses réserves bancaires. Et donc, bah, si tu commences à réduire ses réserves bancaires, eh ben, en fait, elle va aller voir la banque centrale et elle va commencer à lui donner tous ses titres pour recevoir de la monnaie de banque centrale derrière, monnaie de banque centrale qu'elle va quand même devoir rembourser au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, ben, la banque n'aura plus aucun titre et elle ne pourra plus avoir de monnaie de banque centrale. Ça sera la banqueroute complète. Donc sa seule solution, ça sera d'aller voir la banque centrale en disant ah, il faut que tu me donnes de l'argent, je ne peux plus rien faire et je suis en faillite. Surtout que j'ai évoqué ça dans une de mes autres vidéos, les banques n'ont quasiment pas de fonds propres. En fait, elles en ont encore moins que ce qu'on peut croire. Parce que, par exemple, tu prends la BNP, il me semble que son bilan, c'est quelque chose comme 2800 milliards. Et en fonds propres, elle a quelque chose comme dans les 135 ou 140 milliards. D'accord? Et donc, la banque, elle dit, ah ben moi, je suis bon, je rentre dans les cotes parce que je suis au-dessus, j'ai 13 ou 14% de fonds propres. Mais quand tu commences à regarder 135 milliards par rapport à 2800 milliards, tu dis ouais, mais ça fait pas 13 ou 14%. Et c'est parce qu'ils ont une règle qui s'appelle la pondération des actifs dans leur bilan. C'est-à-dire que par exemple, si une banque elle a une obligation d'une autre banque qui est classée triple A, la pondération est de 20%. C'est-à-dire que si par exemple cette obligation est de 100 euros, eh ben en fait, tu vas multiplier ces 100 euros par 20%, ça te fait 20 euros. Et sur ces 20 euros, la banque devra, grosso modo, entre guillemets, devra avoir que 10% de fonds propres. C'est-à-dire qu'elle aura que 2 euros pour, de fonds propres pour 20 euros d'actifs pondérés, alors qu'en vérité, c'est l'actif, il vaut 100 euros. Donc en fait, tu n'as que 2 euros pour garantir 100 euros. Et si par exemple, une banque, elle prend de la dette française, eh ben, la pondération, c'est de 0%. Une banque peut avoir autant de dettes françaises dans son bilan qu'elle veut,
la pondération est toujours de 0%, donc elle n'a pas besoin de fonds propres en face. Et c'est comme ça que même si les banques, elles déclarent qu'elles ont 13 ou 14% de fonds propres, en vérité, elles n'en ont que 3 ou 5%. Surtout qu'en plus, là, de ce que je parle, c'est le modèle standard, mais on autorise les banques à avoir un modèle interne. Et le modèle interne, il doit être seulement de 72,5% du modèle standard. Donc, on laisse encore 27,5% de marge aux banques. Ok, Donc, en donc, fait, c'est pour ça que les banques n'ont que entre 3 et 5% de fonds propres réels, alors qu'elles en déclarent 13 ou 14%. Donc, ça, c'est un message pour les gilets jaunes. Plutôt que de sortir dehors et de manifester, de se faire taper dessus par les CRS et compagnie et de perdre son temps, suffit que tout le monde aille distributeur de billets et de retirer 5% de ses économies et vous mettez les banques à genoux. Et si vous mettez les banques à genoux, vous mettez le gouvernement à genoux. Ou même, pour faire plus simple, vous retirez 10%. Alors les gens, souvent, ils me disent, ah, mais Babar, moi, j'ai pas d'argent sur mon compte. Ça, c'est le truc que j'entends tout le temps. Alors que, bah, je suis désolé, mais vous achetez tous des trucs. Je suis désolé, mais même, alors, ok, ça dépend des régions et tout, mais même si tu as 50 euros d'économie, bah, tu retires 5 euros. L'essentiel, c'est le pourcentage. Si tout le monde fait ça, eh ben, tu mets le secteur bancaire en difficulté. Il suffit de demander à Silicon Valley Bank. Et si tu commences à faire ça, eh ben, tu auras vite le gouvernement qui va arriver et qui va devoir se plier aux choses. Et c'est une méthode beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et où tu risques pas de te faire taper dessus que d'aller manifester et compagnie. hmm. Et attends, il va Après, falloir ça qu'on fait... on résume un peu ce qu'on a vu, parce que c'est pas facile à capter. Du coup, Oui, parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de dire, on l'entend nulle part et d'un coup, on nous dit oui, ça c'est simple, ça c'est compliqué et en fait, on ne précise jamais quel type de monnaie sert à quoi et ouais. donc en fait, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais à la fin, au final, en gros, ce que je comprends, c'est qu'elles ont quasiment pas de réserve. Elles arrivent à faire des jeux d'écriture comptable où, en fait, elles prétendent être plutôt bien backées par des actifs et tout, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, en fait, la Et banque. elles ont des actifs, mais elles n'ont pas beaucoup de réserves. En fait, elles n'ont pas beaucoup de fonds propres par rapport à leurs actifs. Si tu Ok. prends le bilan de la BNP, elle a 2800 milliards d'actifs, Ok. mais elle a que 100, 130 ou 140 milliards pour garantir ses actifs. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle est très peu liquide. Elle a des actifs, elle a de la richesse potentiellement, mais ça se trouve, c'est invendable au moment où on en a besoin. Genre, ça va être des Bah ouais, bons du c'est trésor ce ou qui genre. s'est passé en 2008. Ok. 2008, c'est la BNP qui a lancé 2008 et où en fait elle a voulu revendre ses titres et en fait personne n'en a voulu au prix qu'elle pensait. Et donc ensuite ça a donné le signal à toutes les autres banques qui ont commencé à regarder leur bilan et qui se sont dit mais c'est quoi cette merde que j'ai dans mon bilan? Hmm. Et donc après plus personne ne s'est fait confiance. Mais 2008 c'est un peu plus complexe parce qu'on reviendra après parce qu'on n'a toujours pas abordé ce qu'on appelle les monnaies dérivées qui sont un autre type de monnaie dont personne n'est prêt, en fait. Ok. Parce que est-ce que est-ce qu'on on peut d'abord essayer de tirer un peu des conclusions ou ça va vraiment être nécessaire d'avoir les monnaies dérivées? Oui, parce que entre 66 et 90% de la monnaie mondiale est faite de monnaie dérivée. Ok, bon, faisons cela alors. Donc en fait, déjà une première conclusion qu'on peut dire juste en disant ça, c'est que bah, qu'est-ce que représente la Banque centrale quand 70, quand entre 66 et 90% de la monnaie mondiale est faite en dehors de sa juridiction? Mhm. Bah, en fait, elle représente plus rien et tout ce qu'elle a besoin, c'est d'avoir de la crédibilité, de la communication pour que tout le monde, bah, en fait, boive ses paroles. Et en fait, ça donne quelque part des fois des prophéties autoréalisatrices parce que vu que tout le monde le croit, tout le monde réagit comme la banque centrale le veut. Ok. Enfin, ça dépend. Parce que, en fait, tu peux quand même voir des fois les bugs des banques centrales. Par exemple, justement, quand en mars 2023, les banques américaines, elles ont commencé à couler. Eh ben, en fait, le taux de la Fed était de 4,65%. Et on est toujours là à dire, ouh là là, le taux de la Fed, c'est ce qui dirige tout. Mais sauf qu'à ce moment-là, moi, comme j'ai dit avant, la vraie monnaie des banques, c'est les titres.
en particulier les titres de dette des pays. Et en fait, à ce moment-là, les bons au trésor américains, par exemple, les 1 mois, enfin, les 4 semaines et les 8 semaines, en fait, 5% de ces bons au trésor étaient tombés à 0%, alors que le taux de la Fed était de 4,65%. Et en fait, c'est parce que tout le monde a commencé à se ruer, à acheter des bons au trésor américains pour se protéger. C'est toujours pareil, mais on verra ça justement juste après. Parce qu'en fait, maintenant, on va arriver aux monnaies dérivées. C'est-à-dire que les monnaies dérivées, on commence un petit peu à en entendre parler et on a par exemple Alain Madelin qui en a un petit peu parlé sur son interview avec Tom Benoît. D'ailleurs, Tom Benoît, il était complètement à côté de la plaque, il comprenait absolument rien de ce que lui disait Alain Madelin. Et, et en fait, je vois aussi pas mal d'études, qui sera dans une de mes prochaines vidéos, qui est sur ce qu'on appelle le collatéral multiplieur dans le shadow banking. Et tous ces gens vous disent, ah bah tiens, c'est une nouvelle forme de monnaie, ça vient juste d'arriver. Et qu'en grosso modo, la forme de cette monnaie, ça se passe surtout en dollars, mais ça se passe sur toutes les monnaies, même sur le rouble, ça existe aussi. Et ben en fait, c'est que on crée de la monnaie en dehors de la juridiction des banques centrales qui sont adossées à un collatéral de première qualité qui est de la dette souveraine, c'est-à-dire de la dette des pays. Et en fait, le souci de ça, c'est que, en fait, c'est pas une nouvelle forme de monnaie, c'est que ça s'appelle le marché de l'euro-dollar et ça existe depuis les années 50. Donc en fait, on vous dit que c'est une nouvelle forme de monnaie, mais ça fait 75 ans que ça existe et qu'il n'y avait pas besoin que tout soit électronique et machin chose pour que ça existe déjà. Et Est-ce que tu ce qu'il peux faut... rappeler ce qu'est le marché de Oui, l'euro-dollar? Parce que c'est un marché. justement, Ok. j'allais y venir. Pour que les gens comprennent bien, imaginons dans les années 50. Alors, on ne sait même pas vraiment qui l'a inventé, hein. C'est un truc qui est tellement opaque que d'un coup, on dit oui, ça vient des avoirs russes après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ah non, c'est les banques de Londres qui l'ont inventé. Mais tu te rends compte que à l'époque où ça a été inventé par les banques de Londres, les banques françaises et les banques italiennes faisaient déjà ça. Et en fait, personne n'est capable vraiment de dire une date précise et qui l'a inventé. Mais on sait juste dans les années 50, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, en fait, imaginons qu'il y ait un billet de 100 $ qui arrive dans une banque à Londres dans les années 50. Et puis là, il y a une entreprise qui a besoin de se développer à l'international et qui a besoin de dollars et qui va voir la banque à Londres et qui dit moi, j'ai besoin de dollars. Et la banque à Londres, elle dit moi, j'ai un petit billet de 100 $. Donc, on va le prendre comme collatéral et je vais créer 100 $ à partir de rien, de monnaie commerciale, pas de monnaie de banque centrale, de monnaie commerciale. Et je vais te les prêter comme ça et tu pourras t'en servir comme des dollars normaux. Et puis là vient une deuxième entreprise qui dit: «Ah moi j'ai aussi besoin de dollars». Et donc en fait, la banque londonienne, elle va de nouveau reprêter ces 100 $ en recréant 100 $ de monnaie commerciale qui sont toujours garantis par un billet de 100 $ dans les coffres. Donc en fait, elle va faire de la réserve fractionnaire avec un billet de 100 $ dans ses coffres. Ok. Parce qu'en fait, la théorie actuelle de la monnaie qu'on entend souvent partout, c'est que les banques, elles empruntent de la monnaie de banque centrale, qu'elles ont des réserves bancaires et qu'ensuite elles font de la réserve fractionnaire par rapport aux réserves bancaires. Par exemple, en Europe, le niveau des réserves bancaires doit être de 1%. C'est-à-dire que si vous avez 1 euro de monnaie de banque centrale dans les coffres, vous avez le droit de prêter 100 € de monnaie commerciale. D'accord? Ça, c'est les règles. Et donc, justement, le marché de l'euro-dollar, ça fonctionne un petit peu comme ça. Mais au départ, vous avez soit un billet dans les coffres, soit un titre dans les coffres, ou maintenant, ils se font même plus chier. Maintenant, dans les îles Caïmans, ils disent: ah moi, j'ai pas de dollars dans les coffres, mais je prévois d'en avoir. Donc, comme je prévois d'en avoir, je vais émettre 100 $ d'euros-dollars, comme on appelle ça. Et puis, je vais te les filer. Et en fait, personne ne peut faire la différence entre un dollar de monnaie commerciale qui vient des États-Unis d'un autre dollar de monnaie commerciale qui vient des îles Caïmans. Et Ok. donc, en fait, la banque centrale n'a plus aucun contrôle, enfin, en tout cas, les banques centrales n'ont plus aucun contrôle sur la création monétaire depuis les années 50. C'est le système privé des euro-monnaies qui a fait ça. C'est ce qu'on appelle, c'est de la monnaie dérivée.
mais il est impossible de faire une différence entre une écriture comptable en euro-dollar et une écriture comptable en dollars. Donc, c'est de la monnaie commerciale. C'est ça, c'est en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est de la monnaie commerciale. C'est comme avec votre carte bancaire, quand vous payez avec votre carte bancaire, eh ben, ça n'a pas cours légal, mais c'est une écriture comptable qui va passer d'une banque à une autre ou d'un compte à un autre au travers de la même banque, mais ça va juste être un jeu d'écriture comptable. On ne peut pas dire vraiment que c'est de la monnaie, comme de la monnaie fiduciaire. Ok, mais il y a quand même Tu une vois ce que je veux dire? il y a quand même une création de monnaie là. Genre, il y a une augmentation de la masse monétaire lorsqu'elles font ça. Oui, Ok. oui, mais par exemple, on a la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui est la plus haute autorité bancaire existante, qui nous dit dans un de ses rapports de 2017 que chaque jour, des milliers de milliards de dollars s'échangent chaque jour sans que ce soit écrit sur le bilan des banques. Et que c'est une dette fantôme. Donc en fait, c'est une masse monétaire que tout le monde utilise tous les jours, mais que personne ne voit. Ok. Mais à qui ça profite à la Et qui fin? n'est pas recensée par les banques centrales. Parce que par exemple, s'il y a une transaction en euro-dollar entre une banque du Japon et une banque des îles Caïmans, eh ben, la Fed, elle n'est pas du tout au courant. Et d'ailleurs, la Fed, elle a même fait un article en 2022 en nous disant que la fin du Bretton Woods, c'est grosso modo à cause de l'euro-dollar. Parce que comme des banques en dehors des États-Unis peuvent créer des dollars sans l'accord de la Fed, eh ben la Fed, enfin les États-Unis, se sont retrouvés d'un coup avec une tonne de dollars commerciaux dont ils pouvaient rien stopper. Et donc au bout d'un moment, ils ont dû dire stop maintenant la convertibilité entre l'or et le dollar, parce que sinon nous on est mort en fait. Hmm. Et donc, en fait, c'est pas une histoire de planche à billets américaine ou machin chose. C'est simplement que, en fait, au départ, dans ce système, les banques utilisaient très peu de collatéral parce qu'au début, elles étaient très peu nombreuses et elles se sont rendues compte que plus elles créaient de la monnaie et plus elles pouvaient se faire de l'argent. Et donc, elles ont créé de la monnaie à gogo. Et puis, d'un coup, cette monnaie, elle traverse quand même l'économie réelle. Alors, même si on la voit pas, mais quand tu augmentes la masse monétaire fois 50, fois 100 ou fois 200 ou même plus, au bout d'un moment, il y a quand même un problème quelque part, et c'est ce qui a quelque part donné l'inflation des années 70. Mais ça, c'est un sujet dont personne ne parle. Et même s'il y a des articles qui vont dans ce sens à la Fed. Hmm. C'est Mais ça qui est incroyable, c'est que même la Fed elle-même, sur son site, a des articles qui te racontent que la fin du Bretton Woods, c'est à cause de l'augmentation du marché de l'euro-dollar. ok. Et en fait, Comment ça se oui, transcrit dans l'économie réelle? Est-ce que tu peux donner un exemple? Il y a un moment, en fait, elles s'échangent, elles créent de la monnaie, mais en fait, elles vont finir par acheter des actifs dont elles ne devraient pas être capables d'acheter. Et donc, elles envoient le signal que voilà, elles ont les liquidités, elles sont capables d'acheter plein de choses. Elles font augmenter le prix, je sais pas, d'une entreprise en particulier. Et donc, en fait, à la fin, tu vas avoir, je sais pas, les actionnaires, les patrons et tout, qui vont s'enrichir, qui vont commencer, eux, à dépenser leur thune. C'est comme ça à la fin que ça arrive dans l'économie? C'est un truc dans le non, genre? c'est un petit peu différent. Je vais te donner Ok. un cas pratique extrêmement simplifié. On revient au Japon, ça peut être n'importe où, hein, la Thaïlande, on va dire juste le Japon comme ça, tu vois. Et on a une entreprise, je sais pas ce qu'elle fait, elle fabrique des chaises, des chaussures, ce que tu veux. Et elle est devenue tellement grande que elle veut s'internationaliser. Sauf que pour s'internationaliser, elle a besoin de dollars. Donc elle va voir sa banque, elle lui dit, moi je veux des dollars. Et ben sauf que sa banque elle dit, excuse-moi, mais moi j'ai que des yens, donc je suis un peu coincé. Donc ensuite sa banque, grosso modo, de manière très simplifiée, elle va aller voir ce qu'on appelle une eurobanque aux îles Caïmans et elle va dire à cette banque aux îles Caïmans, moi, il me faut des dollars. Et cette Eurobanque des îles Caïmans, qui aura sûrement un agrément de JP Morgan ou de qui tu veux comme ça, enfin, en tout cas, d'une grosse banque américaine, elle va dire, écoute, moi, j'ai pas de dollars en ce moment, mais je prévois d'en avoir. Donc, comme je prévois d'en avoir, je vais créer, elle parle de billets, hein, elle parle quand elle dit j'ai pas de dollars, elle parle de vrais dollars, c'est-à-dire soit de monnaie banque centrale, soit d'un titre adossé à 2 dollars, soit quelque chose comme ça. Et donc, elle va dire,
ce que je vais faire, puisque je prévois d'en avoir, eh ben, je vais créer des dollars commerciaux à partir de rien et je vais te les donner. Mais en échange, je veux un collatéral. Je veux un titre de dette américaine ou un titre de dette japonaise ou un titre de dette française, allemande ou italienne, grosso modo. C'est pour ça que tous les pays occidentaux ont besoin de s'endetter pour émettre des titres et des collatéraux. On en revient à ce que je disais au début, c'est que les collatéraux, c'est la vraie monnaie des banques, parce que s'ils n'ont pas de collatéraux, il n'y a pas d'argent. C'est ça. Tout cet argent est toujours adossé à un collatéral. Le seul problème, c'est que, comme j'ai dit, chaque jour, il y a des milliers de milliards de dollars qui s'échangent sans que ce soit écrit sur le bilan des banques. Donc, pour tous ces échanges, il faut qu'il y ait un collatéral. Or, quand tu regardes même la dette de la France, c'est 3000 milliards d'euros. Donc, quand on te parle juste pour le dollar de milliers de milliards de dollars chaque jour, bah, si tu commences à prendre les euros et tout ça, et sachant que la dette française peut être utilisée comme collatéral pour obtenir des dollars, et ben en fait, il n'y a pas assez de dette dans le système pour collatériser toutes les transactions. C'est pour ça que maintenant, il y a des études qui commencent à sortir même au sein de la Fed qui s'appellent Collateral Multiplier in the Shadow Banking, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un collatéral peut être réhypothéqué pour obtenir de la monnaie dérivée, des euro-dollars. Attends, Et en fait, même dans leur étude, est-ce que je peux t'arrêter? oui, Est-ce que c'est pas voir le problème à l'envers de dire que il n'y a pas assez de collatéral? Est-ce que le problème, c'est pas surtout il y a trop de monnaie? Parce qu'au final, c'est un cycle ben non, infernal à parce la qu'en fin. fait, non, parce qu'en fait, ils créent pas de la monnaie pour créer de la monnaie, ils créent de la monnaie par rapport à un besoin. C'est qu'il y a toujours quelqu'un, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours créé à partir d'un crédit. Oui, Ils mais créent pas de la monnaie pour créer de la monnaie. non, non, je Ils comprends, mais créent de la monnaie parce que quelqu'un leur demande de la monnaie. non, je comprends tout à fait, mais est-ce que au début, c'est le rôle de la banque, c'est de vérifier que la personne, elle est solvable, que son projet va réussir, qu'elle va pouvoir aller au bout et que ça va pas être un échec. Et donc, normalement, Mhm. elle reçoit un mec, il dit, bah, est-ce que ça marche ou pas? Tiens, je te donne ça. Et en fait, si ça foire, bah, elle foire avec le projet, quoi. Entre guillemets. Après, elle va gérer aussi sa trésorerie et tout. Mais le problème, c'est que si tu pars du principe que voilà, tout le monde a des besoins, qu'on va leur donner de l'argent, et puis on trouvera un moyen de dire que on a toujours le collatéral, qu'il y a toujours des réserves. En fait, ça s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on ait cramé toutes les ressources et qu'on creuse des trous et qu'on ne produise plus de richesse. C'est pour ça que j'ai du mal à Bah, comprendre. en fait, bah, en fait, le problème, en fait, les seules limites aux banques, c'est leur solvabilité. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a eu le problème de la crise de 2007-2008. Ça vient du marché de l'euro-dollar. Parce qu'en fait, au début, ils utilisaient tout et n'importe quoi comme collatéral. Ils utilisaient aussi bah, justement les subprimes. C'était beaucoup utilisé. Sauf que quand les subprimes ils sont tombés, bah, tout le monde s'est retrouvé comme des cons. Et donc, en fait, comme plus personne ne se faisait confiance, eh ben, ils se sont dit, bah, ce qui est le plus sûr, eh ben, c'est la dette des pays. Donc maintenant, on va utiliser comme collatéral, enfin comme collatéraux, la dette des pays. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a que ça qui est utilisé. Et dans les études de la Fed, ils nous disent que c'est multiplié entre x5 et x15. Mais moi, j'ai des échos comme quoi on pourrait multiplier x10 ou voire x15 les chiffres de la Fed. Parce que les chiffres de la Fed ne concernent que les données qu'ils ont au sein de la Fed. Et ce qui se passe, comme j'ai dit, entre une banque du Japon et une banque des îles Caïmans, ils en ont aucune idée. Et attends, là, tu disais, on peut multiplier quoi pour arriver à quoi? Bah, par exemple, combien de fois un collatéral est Ok, réhypothéqué pour ok, obtenir des euros-dollars? ok. Eh ben, la Fed, elle nous dit dans une de ses études que c'est entre x5 et x15. Ok. Mais, sauf qu'il lui manque plein d'éléments, parce qu'il lui manque plein d'informations, parce qu'elle n'est que la Fed, et que ce qui se passe entre une banque du Japon, une banque du Thaïlande et les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques ou ce que tu veux, elle n'en sait rien. Mhm. Et Donc, moi, les échos, mais on va prendre ça comme des rumeurs, les échos que j'ai entendus, c'est que par rapport à l'étude de la Fed qui dit que c'est entre x5 et x15, on peut multiplier ces chiffres par 10, voire par 15. Donc, que par exemple, bah, de la dette française, eh ben, les 3000 milliards, si tu prends rien que l'étude de la Fed, ça veut dire que les 3000 milliards sont transformés en 30 000 milliards comme collatéral. hmm. Et c'est pour ça
que même, alors on va enlever la période Covid avant, parce que Covid, c'est une période particulière. Mais si tu regardes avant période Covid, par exemple 2007 jusqu'à 2020, eh ben, tu as une augmentation folle de la dette et pourtant les taux d'intérêt ils baissent. Ce qui est contraire, puisqu'on pourrait dire, bah, tiens, puisque la dette elle augmente, c'est de plus en plus risqué, donc pourquoi les taux d'intérêt n'augmentent pas? Eh ben, c'est parce que tout le monde a besoin de collatéraux. Donc, dès qu'un État il émet de la dette, eh ben, tout le monde saute dessus parce qu'ils en ont besoin, surtout en cas de récession. Parce que justement, ce qu'il faut dire, c'est que ce coefficient multiplicateur, il change en fonction des conditions économiques. C'est-à-dire que si tu as une récession, le coefficient il baisse parce que comme tout le monde a peur, eh ben, on évite de réhypothéquer trop de fois les mêmes collatéraux. Par contre, quand tout va bien, eh ben, on s'en fout, on les réhypothèque à fond. Et dans tout ce marasme-là, et c'est là où on va venir au quantitative easing, bah, que fait le quantitative easing? Eh ben, il crée des pénuries de titres puisque la banque centrale, elle rachète des collatéraux et bah, la banque, elle se retrouve avec la monnaie de banque centrale avec laquelle elle peut rien faire sur le marché de l'euro-dollar et elle n'a plus son titre. Donc en fait, Et en plus, tu expliques que le quantitative easing, c'est l'inverse de ce qu'on dit. Qu'en gros, c'est voilà, quasiment un tightening, ça resserre en fait les liquidités mondiales. Au lieu de permettre voilà. d'après de faire de la Et réserve on, fractionnaire, d'augmenter la masse monétaire, en fait, ça fait l'inverse. Tu enlèves leurs collatéraux et donc elles peuvent plus créer de la monnaie. voilà, en dehors du système de la banque centrale. Mais comme j'ai dit, ça c'est la BRI qui nous le dit, en fait il n'y a personne qui a le chiffre exact, mais comme la BRI nous dit que c'est entre 66 et 90% de la monnaie mondiale est faite en dehors de la juridiction des banques centrales. Donc en fait, tu enlèves des collatéraux pour au moins 2 tiers de la monnaie mondiale. Donc pour la principale source monétaire. Donc, et en plus, ce qu'on nous dit souvent sur le quantitative easing, c'est que grosso modo, justement, la banque centrale va racheter des titres aux banques, elle va lui donner de la monnaie de banque centrale, et avec cette monnaie de banque centrale, les banques vont pouvoir faire de la réserve fractionnaire, donc elles vont pouvoir faire plus d'offres de crédit, et comme il y a plus de concurrence d'offres de crédit, c'est ça qui va faire baisser les taux. Mais quand tu regardes vraiment les courbes, par exemple les courbes justement des taux d'intérêt à 10 ans, parce qu'on nous dit toujours, ouais, ça fait baisser les taux à long terme. Si tu regardes le 10 ans américain, à chaque fois que la Banque centrale a fait du quantitative easing, les taux, ils n'ont pas baissé, ils ont augmenté. Ok. Et en fait, ça, c'est plus ma théorie, parce qu'en fait, c'est difficile après de dégager pourquoi il se passe ceci ou cela. Mais comme il y a une pénurie de titres, bah, le coefficient multiplicateur de réhypothèque des titres, il augmente. Donc, ça augmente le risque. Donc, ça augmente les taux d'intérêt. Hmm. Ok. Mais ça, je peux pas dire que je suis à 100% sûr. Mais ça expliquerait pourquoi ce qui se passe, c'est le contraire de ce qu'on dit. Et tout ça, il suffit ça. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est comment, justement, des mecs qui se disent docteurs en économie et compagnie, ils voient ces courbes parce qu'ils les voient. Et comment est-ce qu'ils peuvent continuer à dire que bah, le quantitative easing, ça fait baisser les taux, alors que les 4 fois où la Fed elle a fait du quantitative easing, les taux ont monté. Ok. Et justement, moi, j'avais trouvé une étude et j'ai fait aussi d'autres études par rapport à le Canada versus les États-Unis. Parce que le Canada, au début, il ne faisait pas de quantitative easing, alors que les États-Unis en faisaient. Donc, si tu regardes les 3 premiers quantitative easing au niveau des dates, de ce qu'a fait la Fed et de ce qui s'est passé au Canada, tu peux regarder l'effet du quantitative easing sur l'économie, parce que tu n'as pas beaucoup d'économies qui sont aussi proches que le Canada et les États-Unis. Bah, je vois pas beaucoup d'autres exemples dans le monde où les économies sont aussi proches. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bah, le quantitative easing, on remarque que les taux d'intérêt, ils montent ou bien ils stagnent quand il y en a. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur l'inflation entre les États-Unis et le Canada. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur le PIB. Le PIB a été exactement, la montée du PIB a été exactement pareil entre le Canada et les États-Unis. Et il n'y a pas eu aussi d'effet entre le taux de change des dollars canadiens et des dollars américains, parce qu'on voit aussi les États-Unis font du quantitative easing
et pas le Canada, eh ben, justement, tu devrais normalement, si la théorie quantitative de la monnaie, c'était vraiment vrai par rapport à la monnaie de banque centrale, eh ben, tu verrais justement les dollars américains baisser par rapport aux dollars canadiens. Or là, une fois un quantitative easing, bah, c'est la monnaie américaine qui baisse par rapport à la monnaie canadienne. Mais un autre quantitative easing, c'est le contraire, c'est la monnaie américaine qui augmente par rapport à la monnaie canadienne. Donc en fait, tu peux pas dire que ça a un effet sur le taux de change de la monnaie. Ok, donc tu peux rien Et conclure. donc, Tu peux juste dire que ça n'a pas d'effet. en fait, c'est du vent. C'est juste pour dire, on est la banque centrale et on fait quelque chose. Si, il y a quand même un effet, c'est que ça crée une pénurie de titres. Mais Mais il y a donc, quand même des déclarations assez incroyables au niveau des banques centrales. C'est que, par exemple, on avait Janet Yellen, hein, qui n'est pas n'importe qui, hein, vice-présidente, président de la Fed j'ai oublié le nom, mais comme ministre de l'économie aux États-Unis, et qui nous avait dit que en fait, là où la Fed plaçait les taux, ça n'avait aucune importance, que c'est l'attente du public qui a une importance par rapport à ce qu'ils vont faire avec les taux d'intérêt. Et dans le même discours, juste en dessous, elle disait la politique monétaire de la Fed, ce ne sont que de simples mots. C'était écrit dans ces termes-là. Et on avait aussi Ben Bernanke, qui était monsieur quantitative easing. Et sur son blog, il nous écrit que quand il était à la Fed, eh ben, 98% du temps, la politique monétaire de la Fed, c'est que du blabla. Et on a aussi un document de la BNP qui nous dit que si une banque centrale n'a pas de crédibilité, sa politique monétaire n'a aucun effet. Donc, euh, et il y a aussi un autre truc incroyable, c'est que justement parce que quand on parle de quantité de monnaie, on parle d'inflation et machin chose, c'est que si on regarde toutes les banques centrales du monde, elles ont toutes à peu près le même objectif, c'est 2% d'inflation par an. Et en fait, tout le monde pourrait croire, mais c'est que ça a été étudié, machin chose, ils ont dû faire je sais pas combien d'études pour déterminer ce 2%. Et en fait, pas du tout. C'est même le plus incroyable, c'est qu'on trouve ça sur un article de la fête de Richmond. Donc tout ça, c'est officiel. Et ils nous disent, ah ben un jour, tous les décideurs de la Banque centrale, ils se sont réunis et se sont dit, ah ben tiens, comment est-ce qu'on pourrait être plus crédible? Ah ben tiens, inventons un objectif d'inflation. Et puis bah, les 2%, c'est arrivé pareil. Il y en a un, il voulait 1%, l'autre, il voulait ceci. Et puis d'un coup, un jour, ils se sont dit, bah voilà, c'est 2%. Et c'est tout, c'est sur du vent. Donc, quand on fait ça, comment est-ce que la banque centrale pourrait avoir une politique monétaire où elle appuie sur des boutons et elle tire sur des manettes, alors que même ses objectifs d'inflation, c'est que du blabla, c'est fondé sur rien de scientifique, sans compter tout le marché de l'euro-dollar où elle contrôle absolument rien. Ok. Mais il te reste encore C'est ça des. en fait le. Parce que Oui, j'arrive pas à comprendre, et je pense que tout le monde doit se poser aussi un peu la même question, c'est à qui profite la mascarade? À quoi ça sert de maintenir une banque centrale qui donne l'illusion d'un contrôle, de savoir ce qu'elle fait, d'avoir des leviers sur l'économie? Qui en profite? Ça a un coût quand même de bah, en maintenir cette fait, tous les institution en décideurs place. politiques, hein, Ok. parce que si tout le monde voit les paroles de la Banque centrale, en fait, bah, déjà, ça fait des prophéties autoréalisatrices. Enfin, toi qui es dans les cryptos, dès que tout le monde entend, ah, la Fed, elle baisse les taux d'intérêt, mais tout le monde dit, ah, mais ça va être la Fed sur le Bitcoin. Et en fait, quelque part, ça fait une prophétie autoréalisatrice parce que tout le monde le croit. Donc, tout le monde réagit en conséquence. En fait, c'est toujours pareil. Quand tu regardes ce qui se passe au niveau des banques centrales, tu as toujours l'impression, quand tout va bien, que la banque centrale contrôle tout. Mais dès qu'il y a une crise, eh ben, tu te retrouves, comme j'ai dit, tu as les bons au trésor qui tombent à 0%, alors que le taux de la Fed est de 4 enfin, de 4,65%. C'est pareil, tous ces gens qui vous Ouais. disent planche à billets, taux d'intérêt, blablabla, ils vous parlent jamais du fait que bah, des fois, il y a des périodes où les bons au trésor et les obligations des pays ont un taux inférieur au taux de la banque centrale. Donc, comment est-ce qu'ils expliquent qu'une banque préfère donner ses liquidités pour acheter de la dette d'un pays qui est plus risqué que laisser son argent à la banque centrale à un taux inférieur de celui de la banque centrale parce qu'elle y gagne moins et en plus, c'est plus risqué. Mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de collatéral. C'est parce que les collatéraux, enfin, la dette, les titres de dette, sont considérés comme des actifs de qualité supérieure
que les réserves bancaires, parce qu'ils peuvent être détenus par plus de personnes. En fait, la monnaie de banque centrale, il n'y a que les banques et les États qui peuvent en avoir. Le citoyen ne peut pas en avoir. Par exemple, mais une obligation, un titre de dette, un citoyen peut en avoir. Et là aussi, c'est important de dire autre chose, parce qu'il y a des gens qui pourront vous dire, oui, mais des fois, quand la Banque centrale fait du quantitative easing, eh ben, elle achète aussi des titres de dette à des entités non financières. Donc, c'est là où ça augmente la masse monétaire. Mais sauf que là où ce qu'il faut se dire, c'est que quand un citoyen, par exemple, achète un titre de dette américain, eh ben, vu qu'il n'a pas un compte à la Fed, eh ben, en fait, ça fait baisser la masse monétaire M2. Et quand ensuite la Banque centrale lui rachète son titre, en fait, ça rend flou que le trou qui avait été créé quand il a acheté le titre de dette. En Ok, fait, c'est comme on dit, c'est le diable qui se cache dans les détails. Mhm. Et comment tu expliques le renflouement alors? Quand une banque se retrouve à avoir des problèmes de liquidité, qu'elle fait faillite, comme il y a eu en 2008 ou même là récemment, quand on décide d'un coup de renflouer une banque, via tes explications et ton analyse monétaire, là, du système monétaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien création de monnaie quelque part. Qui renfloue? Qu'est-ce que fait la Banque centrale là-dedans? Est-ce que c'est aussi juste une illusion? Bah, si tu regardes les derniers programmes qui ont été, ça s'appelait le BTFP, il me semble, de tête, ou le BTPF, ou enfin un des deux, que la Fed avait inventé après mars 2023, quand les banques ont commencé à couler, bah, tout simplement, il fallait quand même donner un titre pour recevoir de la monnaie de banque centrale. La monnaie de banque centrale n'est jamais gratuite. Ok. Et donc, le pire moment, c'est si vraiment la banque centrale fait un bail-out, c'est-à-dire que vraiment, elle donne de la monnaie de banque centrale sans rien, qu'elle donne des liquidités à la banque. Là, il y a une création de monnaie, on va dire, à partir de rien. Mais sauf que c'est pareil, si le bilan de la banque centrale est en déséquilibre, eh ben, l'État va taxer les citoyens pour renflouer la banque centrale, comme ce qui s'est passé en Angleterre. Ok, donc il y a quand même une collectivisation des pertes, c'est ça? On prend au public Voilà. pour renflouer les caisses de la Banque Et c'est centrale. toujours dans un objectif de communication pour dire que la banque centrale ne crée pas des liquidités à partir de rien pour avoir de la crédibilité. Ok. Mais in fine, on se retrouve quand même avec le C'est même système où on sauve des banques et alors qu'elles ont mal agi en fait. Dans un premier lieu, elles les ont investi dans des oui, choses qui n'étaient pas qui auraient pas dû recevoir d'argent. bon, après des fois elles n'ont pas forcément mal agi, des fois elles ont fait une erreur Oui, 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 non, c'est pas forcément pas conscient, hein. volontaire. Oui, oui, c'est Il ça. ne faut pas non plus Ouais. toujours généraliser que la banque a fait un truc méchant. Des Ouais, fois, ouais, bah non, non, non. voilà, mais bon, je veux dire, aux États-Unis, ils ont quand même flingué les Man Brothers et ils ont fait racheter la Burns Bank, la Burns Bank par, ouais, bref, vous m'avez compris, par JP Morgan. Et ça a été pareil en mars 2023. Il y a certaines entités qui ont été reprises par JP Morgan. Mhm. Donc en fait, soit elles ont les titres pour se renflouer auprès de la banque centrale, soit la banque centrale, vraiment, elle les renfloue gratuitement, mais alors il y a quelqu'un qui va quand même devoir payer quelque part, ou soit elle se fait flinguer sur place, ou elle se fait racheter par quelqu'un d'autre. Ok. Ça Et, marche vraiment que comme ça, hein. Il y a pas 36 000 solutions, hein. dans ton Et il y a système, quand même un truc vas-y, vas-y, finis. il y a quand même un truc qu'il faut dire aussi, c'est que tout le monde nous dit oui, quantitative easing, ça fait baisser la valeur de la monnaie, blablabla. Bla, bla, bla. Mais depuis 2011, le dollar ne fait que augmenter par rapport à toutes les autres monnaies. Mhm. Donc comment est-ce que tous ces gens-là, ils peuvent vous dire tout le temps que oui, on a injecté je sais pas combien d'argent, blablabla, que ça fait baisser la valeur de la monnaie, et que d'un autre côté, tu vois que le dollar n'arrête pas d'augmenter par rapport à toutes les autres monnaies. Et alors en général, ce qui te répondent ces gens-là, c'est ouais, mais regarde, le dollar, il baisse en fait moins vite que les autres monnaies. C'est-à-dire qu'il perd quand même de la valeur par rapport à des biens et des services, mais, euh, mais moins vite que les autres monnaies. Et à ça, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait,
Si on prend le cas justement d'un Brésilien qui aurait gardé ses économies en dollars depuis 2011, eh ben, en fait, il faut savoir que l'inflation de 2011 jusqu'à nos jours, eh ben, au Brésil, c'est fois 2,5 à peu près. C'est-à-dire que les prix en réal brésilien, un truc qui valait 100 réals brésiliens, aujourd'hui, ça vaut 250 réals brésiliens. Mais ensuite, il faut regarder qu'est-ce qu'a fait le dollar par rapport au réal brésilien. Eh ben, le dollar, il a fait pratiquement x5. Donc, le Brésilien qui a gardé du dollar en économie, eh ben, il a multiplié pratiquement par 2 ce qu'il peut acheter en biens et en services au Brésil. Donc, en fait, il est tout à fait possible qu'une monnaie perde de la valeur face à des biens et des services dans son pays d'origine, mais que sa valeur augmente face à des biens et des services dans d'autres pays. C'est Mm. toujours pareil, c'est qu'en fait, tout le monde regarde la monnaie de manière domestique, ne regarde jamais au niveau mondial. Même un Français qui regardait du dollar depuis 2011, eh ben, en fait, aujourd'hui, même avec l'inflation et tout ça, en fait, il aurait rien perdu, rien gagné. Alors qu'en euros, il a perdu. Mm. Et un Brésilien qui aurait gardé des euros, il aurait gagné du pouvoir d'achat. Ok. Donc, cette histoire de valeur de la monnaie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous dire, en fait. Mais c'est toujours lié à cette histoire au final, de ton explication, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué. Il y a cette histoire de collatéraux. Et aujourd'hui, Voilà. le collatéral, c'est la dette des États. Donc, si tu es capable d'en obtenir, tu crées de la monnaie. Enfin, surtout pour l'euro-dollar. Au niveau de la banque centrale et plein de choses, tu peux utiliser d'autres types, mais tu auras une décote des actifs plus importante. Ok. Mais comme tu l'as expliqué, le facteur est tellement important qu'au final, on peut quasiment partir de ça comme presque la base monétaire. La dette des États et ensuite on multiplie par-dessus la monnaie que nous on utilise. Selon... Grosso modo. Ouais. Et du coup, Grosso modo. la conclusion de un peu de tout ça, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui profitent vraiment de ce système, c'est les États. C'est qu'à la fin, on explique que un État sans dette, bah, en fait, ça lui coûte rien, ça crée juste plus de monnaie. Et en plus, tout le monde se l'arrache parce que c'est la base monétaire maintenant de toutes les banques. Si on veut, c'est-à-dire que tu prends en ce moment, bah, tu regardes, on te dit, oh là là, le déficit de la France est en faillite. On te dit, on n'arrête pas de te dire ça, on te dit, oh là là, mais il va falloir taxer les Français, il va falloir travailler 7 heures gratuitement pour enflouer la Sécu, blablabla. Et quand tu regardes les taux d'intérêt de la France aujourd'hui et il y a un an, aujourd'hui, ils sont plus bas qu'il y a un an. Donc, si la France était vraiment en faillite, normalement, les taux d'intérêt devraient monter en flèche, ils ne devraient pas descendre. Mais attends, il y avait pas les taux qui étaient montés au-dessus de ceux de la Grèce, là? C'était les taux à court terme? Alors, déjà, c'était que pendant 2 heures et c'est que sur je sais plus, c'était le 3 ans ou un truc comme ça, c'est très spécifique. Ok. Mais en ce moment, attends, je vais te dire exactement où est-ce qu'on en est. En fait, aussi, un truc qui est important que j'ai oublié de dire, c'est que, en fait, si on regarde ce que fait les banques centrales par rapport au taux d'intérêt, eh ben, en fait, il suffit de prendre le 2 ans d'un pays. Par exemple, tu prends le 2 ans américain et tu mets les taux de la Fed sur le même schéma. C'est tout à fait possible sur le site de la Banque centrale américaine. Et en fait, tu remarques que le premier mouvement, il est toujours fait par le marché et que la Banque centrale ne réagit toujours que autour de 4 à 6 mois. Donc, en fait, déjà, ça aussi, c'est pareil. Comment est-ce que la Banque centrale pourrait influencer sur tout le système économique si, en fait, elle ne fait que suivre les taux d'intérêt du 2 ans des pays? Mhm. Et donc, si par exemple tu prends le 2 ans français, le 2 ans français, aujourd'hui, il est à 2,27%. Et il y a un an, il était à 3,30%. Donc, ça a baissé de 1% en un an. Donc, c'est normalement le signe d'une amélioration des gestions de la finance publique, quoi. Pas forcément, c'est que en fait, bah, tout le monde se rue sur le 2 ans parce que apparemment, ils ont besoin de ça comme collatéral.
Ok. C'est là, le 2 ans, c'est le taux qui est en fait en train de baisser le plus par rapport à tous les autres taux. Mais ça peut aussi montrer, justement, quand tu vois que les taux baissent, ça peut montrer qu'en fait, il y a des difficultés à obtenir de la monnaie. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, d'ailleurs, c'était un truc que disait Milton Friedman, c'est que quand les taux sont bas, c'est-à-dire que la monnaie est dure à avoir et que c'est contraire à tout ce qui est dit dans les livres économiques. Et que, en fait, grosso modo, bah, c'est simple à comprendre. Quand l'État, en fait, l'État, il émet pas de la dette. L'État, comme on a vu avant, c'est un émetteur de monnaie. Donc, en fait, l'État, au départ, il émet de la monnaie avant de vendre sa dette. En premier lieu, il fait des chèques aux gens. Par exemple, il fait des chèques de 100 euros d'énergie. Eh ben, ça va sur notre compte en banque et compagnie. Et en vérité, ça enrichit tout le monde. D'accord? Et ensuite, il va vendre son titre de dette. En fait, c'est pas, il emprunte pas d'argent sur les marchés financiers. Il vend une garantie. Et ensuite, il va vendre cette garantie sur les marchés. Et c'est un petit peu bah, comme quand nous, on fait un crédit, on va voir plusieurs banques et on va prendre celle qui nous propose le taux le plus bas. Donc, si la France n'a pas beaucoup de dettes à vendre, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de collatéraux, eh ben, en fait, tout le monde va sauter dessus et va proposer le taux le plus bas possible. À l'inverse, si la France a beaucoup de dettes et personne n'en veut, eh ben, le taux va augmenter. Donc, quand les gens ont vraiment besoin de beaucoup de collatéraux, bah, ils sautent sur la dette des pays et les taux ils baissent. C'est pour ça que des années 80 jusqu'au Covid, les taux sont passés de 14% aux États-Unis à je sais pas combien de pourcents là, à zéro. Enfin, plus, mais bon, tu m'as compris, tu vois. Mhm. Et d'ailleurs, justement, un truc qui montre que, parce que ça aussi j'ai oublié de dire, c'est que les gens nous parlent aussi beaucoup de la réserve fractionnaire. C'est que justement, les banques empruntent de la monnaie de banque centrale à la banque centrale et ensuite elles font de la réserve fractionnaire pour créer des crédits. Mais on a plusieurs documents du FMI et de la Banque d'Angleterre, par exemple, qui nous disent bah, que les banques n'utilisent pas les réserves bancaires pour accorder des crédits. Et ça, on le voit très bien justement parce que dans les années 80, les réserves bancaires étaient à peu près de 40 milliards de dollars aux États-Unis. Et avant 2007, avant qu'ils fassent le quantitative easing et tout ça qui a augmenté les réserves bancaires, eh ben, elles étaient aussi à peu près de 40 milliards de dollars, alors que la masse monétaire M2 aux États-Unis, pendant ce temps-là, est passée de 1000 milliards à 7500 milliards. Ça montre bien que les banques n'utilisent pas les réserves bancaires pour accorder des crédits, en fait. Il y a aucune relation. Et d'ailleurs, en plus, tout le monde croit que en fait on peut contrôler et tout les banques par rapport aux réserves bancaires, mais je vais donner un schéma extrêmement simplifié. C'est que imaginons qu'une banque elle a une filiale dans un paradis fiscal ou dans un endroit où il n'y a pas de réserve obligatoire comme en Europe. Eh ben elle peut lui prêter autant d'argent qu'elle veut à partir du moment où sa filiale lui donne une reconnaissance de dette. Et là elle arrive devant la banque centrale, elle dit bah mon bilan il est équilibré, j'ai pas fait de réserve fractionnaire. Et des méthodes comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Comme j'ai dit, c'est de l'ingénierie d'écriture comptable. Donc, Ouais. en fait, il y a plein de moyens d'outrepasser le système des réserves bancaires et ça n'arrange pas les banques. Donc, les banques n'utilisent pas les réserves bancaires pour accorder des crédits. Les banques centrales, en vérité, au jour d'aujourd'hui, elles sont juste là pour accorder autant de monnaie de banque centrale que les banques en ont besoin. Et, et, C'est plus que ça, vraiment, leur rôle. et donc, en sachant tout ça, toi, c'est quoi ta conclusion? Est-ce que pour toi, il y a un problème dans ce système? Et s'il y en a un, c'est quoi le problème? Bah, on voit qu'il y a un gros problème, surtout depuis 2008, c'est qu'il y a un énorme manque de collatéraux. Donc, il faut trouver un système qui permette aux banques de donner des collatéraux pour éviter qu'elles les multiplient des dizaines et des dizaines de fois, qu'elles les hypothèquent les mêmes des dizaines et des dizaines de fois. Parce que c'est vraiment, euh, si on regarde des années 80 jusqu'à avant le Covid, on voit bien qu'on était même arrivé à des taux négatifs Mais j'ai- tellement les banques avaient besoin de collatéraux, et ce, malgré toute la dette qu'on a émise, et malgré tout le déficit qu'on a émis. L'inflation en fait, les taux d'intérêt, ils n'ont jamais suivi, si tu veux, les niveaux de dette et les niveaux de déficit. Ils ont toujours suivi l'inflation. Et si tu regardes de 2007 jusqu'à avant le Covid, l'inflation, elle était nulle. Elle Hmm. était complètement nulle. Et
Là, il y a le Covid qui est un cas particulier où justement il y a eu de l'inflation et tout ça à cause des pénuries et compagnie. Mais si on regarde les derniers temps, l'inflation, elle est en train de repartir, mais en train de chuter à fond. On a la Chine qui a eu sa pire déflation depuis 14 ans. En juillet, les États-Unis aussi, ils ont eu 0,1% déflation. Maintenant, il y a un petit peu plus, mais tout le monde est repassé sous les 2%. Hmm. Donc, il y a quand même un problème de croissance des pays dû à un manque de collatéraux. Et donc, si on veut vraiment avoir de la croissance, il faut trouver quelque chose qui puisse être des collatéraux pour les banques. Le seul souci, c'est que si tu trouves des collatéraux pour les banques, puis de la dette ensuite. Est-ce que les taux de la dette ne vont pas exploser si les banques n'en ont ensuite plus besoin? Ok, ok, Parce je que vois. si tu trouves Mais en d'autres fait, collatéraux, forcément, les taux de dette, si la dette n'est plus utilisée comme collatéral, son taux va augmenter. mais donc, parce que moi, j'entends souvent dire que, et j'ai peut-être pas vérifié à tort, que les banques, en fait, elles sont quasiment forcées d'utiliser la dette des États comme collatéraux. Qu'en fait, elles ont des règles, que ce soit tacite ou non, avec les États pour dire, voilà, il faut que vous les utilisiez. Mais est-ce que pour toi, c'est bien ça? Et en fait, le problème, c'est que si d'un coup, on change de système et qu'elles se mettent à utiliser d'autres collatéraux, en fait, les États finissent par faire faillite, c'est ça? Bah, en fait, de toute façon, le système est régi par le système de l'euro-dollar qui n'est contrôlé par aucun pays ou aucune institution, c'est le Far West. Donc, si la dette des pays est utilisée comme collatéral, c'est simplement parce que les banques trouvent que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Ok, C'est ok, ok. pas, c'est pas, c'est pas une question de règles ou de loi. C'est pareil, si tu veux trouver des collatéraux pour les banques, pourquoi elles utiliseraient les collatéraux que tu leur donnes maintenant et pas la dette? C'est ça aussi le problème, c'est comment tu vas arriver à convaincre les banques d'utiliser autre chose. Hmm, ok, Surtout je vois. dans un système qui est complètement opaque où tu ne sais rien. Je veux dire, même la BRI, elle peut juste nous dire entre deux tiers de la monnaie et 90%, alors qu'il n'y a pas plus haut comme institution bancaire. C'est tellement opaque, je veux dire, comme ils le disent, il y a des milliers de milliards de dollars, ils ne savent même pas le quantifier, qui s'échangent chaque jour sans que ce soit inscrit dans le bilan des banques. Ok. Aujourd'hui, tout le système monétaire est un système monétaire privé et ultra opaque dont tu ne sais rien et Hmm, dont même une banque ne sait pas ce qui se passe dans l'autre banque. Tout est affaire de confiance et de psychologie. hmm, ok. Ok. C'est ça le gros problème, c'est euh, comment agir sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et surtout que même dans les années 60, on avait plein d'articles de Princeton et tout qui nous disaient déjà que les banques centrales n'avaient aucun moyen d'atteindre le marché de l'euro-dollar. Donc Hmm, ça date pas d'hier. Il y a eu l'inflation des années 70, il y a eu plein de crises. Bah, les banques centrales, elles l'ont pas vu, à chaque fois, elles l'ont pas vu venir parce qu'elles n'ont aucune data sur le marché de l'euro-dollar. Et hmm, même, on avait une histoire dans les fin des années 80, début des années 90, qui s'appelait l'histoire des Salomon Brothers. C'est-à-dire que c'était une institution qui, grosso modo, dès que les États-Unis émettaient de la dette, eux, ils rachetaient tout. En fait, ils avaient tout compris avant tout le monde. Ils rachetaient tout à tel point que bah, les États-Unis leur ont interdit de tout racheter. Donc ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à tous leurs potes de racheter pour eux. Et après, il s'en est suivi tout un procès, une condamnation et tout ça. Mais ça montre bien que ça fait très longtemps que l'histoire des collatéraux existe et que si tu mets une règle en place, il y aura toujours, ils ont toujours des moyens. Enfin, avec tout ce système de l'euro-dollar, il y a toujours moyen de détourner. Même justement, si je reprends l'exemple de Tom Benoît là, qui nous parle tout le temps du rapport Noyer sur les marchés de capitaux et tout, il y a tout un pan dont il nous a rien dit et qui est beaucoup plus intéressant que toutes les conneries qu'il nous raconte. Par exemple, ils nous disent que les dépositaires centraux, c'est-à-dire ceux qui gèrent les titres de bourse, comme la dette française, dont on connaît vite fait les noms comme Euroclear et compagnie, eh ben, tous ces dépositaires centraux, eh ben, en fait, la Banque centrale européenne n'arrête pas de les pousser à utiliser le système de paiement de la Banque centrale qui s'appelle T2, et enfin T2S, et que finalement, au lieu d'utiliser de la monnaie de banque centrale, eux, ils préfèrent utiliser
leur écriture comptable en monnaie commerciale et que même des fois un dépositaire central, quand il est obligé de passer par le système de la banque centrale, il l'utilise des fois pour faire des transactions pour les autres dépositaires centraux. Donc Mm. en fait, ce qui est quand même important à comprendre, c'est que même les dépositaires centraux et toutes les grosses institutions bancaires, ils aiment pas du tout le système de la banque centrale. Ils font tout pour l'éviter. C'est aussi pour ça que quand ils sont en difficulté, ils vont pas voir la Fed, ils vont voir la FHLB pour ne pas être stigmatisés pour les autres banques. Tout, en fait, marche de manière psychologique et opaque. Ok. Et juste pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête, parce qu'après c'est très dense déjà, j'imagine, pour quelqu'un qui découvre tout ça. Ouais, parce Mais qu'on devait même aussi pour moi. aborder les CBDC, mais on n'aura pas le temps, hein. Bah, c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus, mais genre juste en fait essayer d'intégrer un peu qu'est-ce que ça donne CBDC, Bitcoin dans cet écosystème. Je sais pas si ça peut être fait rapidement, puis sinon on pourra continuer une prochaine fois. Bah, les CBDC, je vais quand même faire quelque chose de très rapide en premier lieu, qui, à mon avis, la chose la plus importante, c'est comment, en fait, la chose la plus dangereuse des CBDC, c'est d'utiliser les CBDC sans savoir qu'on utilise des CBDC. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'euros numériques et machin chose, mais qui nous dit qu'on n'utilise pas déjà des euros numériques? En fait, bah, moi, je suis la seule chaîne qui apparemment en a parlé, c'est qu'on utilise déjà des euros numériques. Parce qu'avant, j'ai parlé du système de paiement de la Banque centrale qui s'appelle T2, d'accord? Et qui est en monnaie de Banque centrale européenne, d'accord? Et justement, depuis 2017-2018, on a les virements instantanés, d'accord? C'est-à-dire que quand on est sur son application bancaire, on a deux types de virements. C'est le virement standard qui dure 2-3 jours ou un jour, ça dépend des banques et compagnie. Et dans un virement standard, grosso modo, on dit à notre banque de s'arranger avec l'autre banque et ils s'arrangent comme ils veulent. Ils peuvent utiliser la monnaie de banque centrale, des titres. Ils font comme ils veulent. Et puis, il y a l'autre système euh, de virement instantané qui, justement, en fait, en 10 secondes, c'est fait le virement. Et en fait, le système qui permet de faire cette transaction, il s'appelle TIPS. Et TIPS, en fait, c'est une extension du système de la Banque centrale T2, en fait. C'est-à-dire que T2 ou T2S, selon ses fonctionnalités, il ne fonctionne pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les banques, elles sont comme nous. Quand elles sont à la banque centrale, elles ont plusieurs types de comptes. Elles ont d'abord ce qu'on appelle le main cash account. C'est un peu comme notre livret A. C'est là où elles ont toute leur liquidité. C'est là où elles sont payées au taux de dépôt de la banque centrale. Et puis, quand elles veulent se faire des transactions entre elles, elles ont ce qu'on appelle c'est le dedicated cash account, le compte DCA. Et sur ce compte-là, il faut que, en début de journée du système T2S, il faut que tu mettes des liquidités en monnaie de banque centrale sur ce compte. Et puis toute la journée, ça fait des transactions. Et le soir, toutes les liquidités restantes reviennent sur le compte MCA d'origine. D'accord? Et dans le système TIPS, eh ben, tu as des comptes DCA TIPS. Et ces comptes DCA TIPS, contrairement aux comptes DCA standard, ils ont tout le temps de la liquidité dessus. Et tu peux même faire justement faire un crédit, un prêt à la banque centrale pour le renflouer et compagnie. Alors que quand tu fais un prêt à la banque centrale, normalement, c'est que pour le compte MCA, c'est pas pour les comptes DCA. Et donc, Tips marche 24 heures sur 24. Ce qui fait que c'est comme ça que ça fait les virements instantanés. En fait, tout le monde a un compte à la banque centrale en DCA Tips. Et c'est pour ça que, comme ça marche 24 heures sur 24, quand tu fais un virement instantané, eh ben, en fait, c'est plus ta banque qui s'arrange avec l'autre banque, tu utilises le compte en banque, le compte courant de ta banque centrale de ta banque qu'elle a à la banque centrale pour faire la transaction. En fait, ta banque n'est plus qu'un prestataire de service pour le système de paiement de la BCE. Et on avait un grand membre du directeur de la BCE qui s'appelle Fabio Panetta, qui, dans un discours, nous a dit que les CBDC, il n'y a pas forcément une blockchain dedans. C'est que ça peut utiliser plusieurs technologies numériques. C'est pas obligé qu'une CBDC ait une blockchain et que actuellement, ce qu'il y a sur T2S et sur TIPS, c'est de la CBDC déjà. Donc, quand tu fais un virement instantané, tu utilises de la monnaie de banque centrale et tu utilises déjà une CBDC sans le savoir. Donc, le système est déjà en place. Et le pire, c'est qu'il y a
il y a un décret européen qui est sorti en mars 2024, qui, le 1er janvier 2025, va obliger toutes les banques européennes à proposer le virement instantané au même prix que le virement standard pour que le virement instantané devienne la norme. Et donc, à partir du 1er janvier 2025, tout le monde va utiliser le virement instantané comme norme. Et donc, tout le monde va déjà utiliser des euros numériques sans le savoir. Et le pire de tout ça, c'est qu'actuellement, on a trois projets pilotes au sein de la BCE pour les euros numériques. Il y a un projet de la Bundesbank, il y a un projet de la Banque de France qui s'appelle DL3S qui est bien avancé. Et il y a un projet de la Banque d'Italie qui, pour moi, est encore plus avancé, qui s'appelle TIPS Hashlink. Et TIPS Hashlink, c'est tu prends le système TIPS et tu lui mets une blockchain, grosso modo. Donc, en fait, tu vois que tout le système de CBDC au niveau de l'Union européenne est déjà en place depuis 2017. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'on retrouve aussi Bill Gates. Parce que tout le monde nous dit toujours, dès que tu sors de Bill Gates, ouais, t'es complotiste. Sauf que si tu vas sur le site de la Banque mondiale d'un projet qui s'appelle le projet FAST, qui termine par 2T à la fin, au lieu de 1T pour FAST, et ben rien que sur la page d'accueil, il y a écrit que ce projet est financé par la fondation Bill and Melinda Gates. Donc on n'est pas dans le complotisme, c'est sur la page d'accueil. Et justement, le système TIPS fait partie de ce grand projet de la Banque mondiale du projet FAST. Et d'ailleurs, tu peux retrouver sur leur site toute la nomenclature des virements instantanés, des paiements instantanés de la BCE. Donc, en fait, c'est ça, c'est que ce mec-là, il est derrière tout le monde. D'ailleurs, on le retrouve aussi souvent dans plein de systèmes de règlement livraison partout dans le monde, avec sa plateforme de cloud de Microsoft Azure. Microsoft Azure gère beaucoup de systèmes de paiement. Donc, Microsoft et Bill Gates sont impliqués beaucoup dans tous ces systèmes de paiement instantané. Et pour faire aussi, on va essayer de faire très court sur les CBDC, c'est que, en fait, au départ, il y a des études du FMI qui étaient sorties déjà depuis 2017 et même depuis avant 2015 et tout, qui nous parlaient justement parce que comme ils voyaient les taux d'intérêt négatifs, ce qu'on pourrait de nouveau avoir dans un futur au cas où il y a toujours ce problème de collatéraux, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais c'est une des possibilités, vu qu'à part le Covid, rien n'a changé d'avant Covid, et ben, pour que les gens évitent de retirer leur cash aux banques, parce qu'au bout d'un moment, si tu as des taux d'intérêt négatifs, ça va aussi être sur ton compte en banque, eh ben, ils se sont dit, bah, tiens, ça serait bien qu'on sorte, par exemple, des euros numériques. Ces euros numériques, ils seraient à taux négatif. Et pour éviter que les gens, eh ben, ils aillent retirer leur cash dans le distributeur, il y aurait un taux de change entre les euros numériques et les euros normaux, en défaveur des euros normaux. Genre que 10 euros normaux ne vaudraient que 9 euros numériques. Et que chaque année, vu que tu as un taux d'intérêt négatif, chaque année, le taux de change serait révisé à la baisse pour les euros normaux. Et il disait même qu'il faudrait qu'il y ait deux prix distincts dans les magasins. Et cette idée, on l'a quand même retrouvée de nouveau du côté de Fabio Panetta, qui, je crois, dans les Échos, nous avait dit que ça serait bien de limiter les portefeuilles d'euros numériques à 3 000 euros numériques, et qu'au-dessus, on aurait un taux négatif. Et on avait aussi Denis Baud, premier sous-gouverneur de la Banque de France, je crois, qui en 2022, dans un discours, nous avait dit que si jamais on a de nouveau des taux négatifs, eh ben, il faudra que ces euros numériques soient aussi à rémunération négative. Et ce qu'on voit aussi, ça c'est plus au niveau des projets de la Banque des règlements internationaux, c'est qu'ils voudraient tokeniser tous nos actifs. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a un NFT pour chacun de nos actifs, que ça soit ta maison, ta voiture, tes pièces d'argent ou tes titres de bourse. Et que sur chaque de ces tokens, il y ait toutes les informations en temps réel et les règles. C'est-à-dire, si par exemple, tu as une Tesla et tu as un token dessus, en temps réel, ils ont les informations de ce que tu fais avec ta voiture. Et si tu ne suis pas les règles, soit ta voiture elle s'arrête, ou soit on te taxe derrière. Ça, c'est pas encore précisé ce qui se passe. Ce qu'ils ont dit dans le même rapport aussi, c'est que il faudrait que comment dire, que en fait ils mettent en place des règles justement par rapport au cash, que si jamais ta banque elle coule et que tu retires ton cash avant que ta banque elle coule, eh ben que tu sois pénalisé autant que les autres qui ont tout perdu parce qu'ils trouvent que grosso modo c'était pas fair play. Ça c'est
Ouais, voilà. Et ça, c'est des choses. Et ce qui est, dans les derniers trucs à dire vite fait sur les CBDC, c'est qu'il y a quand même un truc assez inquiétant. C'est que dans le projet DL3S de la Banque de France, et ben en fait, on retrouve l'autorité monétaire de Hong Kong. Et en fait, l'autorité monétaire de Hong Kong, elle se retrouve dans tous les mauvais coups au niveau des CBDC. C'est-à-dire qu'ils ont deux projets avec la BRI. Je crois que l'un est déjà terminé, mais en fait, à la limite, qu'il soit terminé pas, on s'en fout. C'est l'idée sous-jacente qui est importante parce qu'ils peuvent toujours la mettre en place. C'est que ils ont un projet qui s'appelle Genesis et un projet qui s'appelle Dynamo. Alors, l'idée, c'est que pour éviter le réchauffement climatique, tu pourrais émettre des obligations, donc faire un crédit dont une partie de ton crédit serait remboursée par des crédits carbone. Ils parlent même de carbone numérisé dans leurs documents. Et dans l'autre projet, en fait, celui-là, il s'attaque aux PME. C'est-à-dire que tu aurais une intelligence artificielle qui donnerait une note ESG à une PME. Donc, les notes ESG, c'est notes de gouvernance sociale Ouais. et écologique. Et donc, ça serait une intelligence artificielle qui donnerait une note à la PME. Et si la PME, eh ben, elle n'a pas une bonne note, eh ben, en fait, elle peut plus payer. On lui interdit les paiements. Et donc, derrière, on l'obligerait à faire une obligation verte de leur projet Genesis. Et dans cette obligation verte, pour avoir la bonne note ESG, on lui dirait, tu es obligé d'acheter ceci ou cela. Donc, quelque part, tu reviens aussi à une forme de communisme, c'est-à-dire qu'après, tu peux dire, tu dois acheter ça chez un tel et ça chez un tel pour avoir ta bonne note. C'est toujours pareil, c'est toujours qui fait la note. Et ça, c'est un point que personne ne parle, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les CBDC. On a aussi vu dans le dernier des rapports de la BRI qui voulait obtenir plus que les informations de solvabilité pour faire des prêts. C'est-à-dire que, en fait, dans leurs documents, ils nous parlent même des résultats scolaires. Donc, genre, en CP, si tu as eu 0 sur ta dictée, eh ben, c'est dans ton portefeuille numérique global de citoyen et ça sera inscrit. Et ta banque, en plus de ta solvabilité, elle regardera ce qu'il y a dans ces informations-là pour t'accorder un crédit ou non. Mais bien sûr, ils t'écrivent toujours ça de manière, ah, mais c'est pour être plus inclusif et machin chose. Soi-disant, si t'es pas si solvable que ça, mais tu as été un bon citoyen, ben là, on t'accordera ton crédit. Et tout ça, c'est en libre accès dans le dernier rapport annuel de la BRI. C'est incroyable ce que tu racontes. Et enfin, j'ai fait une vidéo sur tous leurs projets. Et justement, ce qui est inquiétant, c'est que justement, qu'est-ce que vient foutre l'autorité monétaire de Hong Kong dans le projet DL3S de la Banque de France? Alors, ils te disent, oui, c'est parce qu'en fait, on s'est amusé à faire des transactions entre la Banque de France et l'autorité monétaire de Hong Kong sans que ça soit des euros qui soient envoyés à Hong Kong, en fait, parce que les projets de CBDC, c'est aussi pouvoir faire des transactions dans un pays alors que tu as une autre monnaie. Par exemple, tu vas aux États-Unis et tu payes en euros numériques aux États-Unis. Et après, tu as tout un système qui va faire l'échange entre les deux monnaies, mais toi, ça ne te concerne plus. Et ça, c'est un autre danger des CBDC, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver à convaincre les gens, les moutons. C'est-à-dire que si par exemple, déjà, il y a plein de gens qui te disent, ah, mais l'euro, mais c'est merveilleux, je peux payer en Allemagne sans changer mes francs en marques, ah, mais c'est magnifique. Et là, ça va être pareil. Ils vont pouvoir aller aux États-Unis et pouvoir payer en euros aux États-Unis. Mais ça peut aller beaucoup plus loin avec cette tokenisation. Là, j'extrapole un petit peu, mais vu que tu as une tokenisation avec toutes les informations et machin chose, eh ben, ils vont t'offrir des offres de financement que tu n'auras jamais vues. Genre, tu veux acheter une maison, tu vas visiter ta maison avec l'agent immobilier, la maison te plaît, tu le dis tout de suite à l'agent immobilier, tu n'as même plus besoin de notaire. L'agent immobilier va t'envoyer un truc sur ton application. On te proposera directement le crédit en fonction de ta note sociale et machin chose. Et puis, si tu acceptes le crédit, on va tout de suite t'envoyer le token et en moins de 2 minutes, tu seras propriétaire de ta maison. Mhm. Sans notaire, sans rien. Et les gens ils vont dire, mais c'est génial, comment est-ce qu'on faisait avant? Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont avoir les gens. Comme là avec les virements instantanés. Tout le monde va dire, ah, mais c'est génial, maintenant je peux faire des virements instantanés comme ça, mais personne ne sait que tu utilises le système TIPS qui est en monnaie de banque centrale. Ok. Et c'est ça les plus gros dangers que je vois pour l'avenir. Après, pour répondre par rapport au Bitcoin,
Le Bitcoin, moi, en fait, tout dépendra des banques. Tout dépendra de ce que veulent faire les banques avec. Parce que, comme on a pu le voir, bah, les pays maîtrisent déjà pas leur monnaie avec l'euro-dollar. Donc, le Bitcoin, ça leur change pas grand-chose. Si tu vois ce que je veux dire, tout dépend d'un point de vue psychologique. Comme les gens pensent que l'État contrôle sa monnaie, euh, donc forcément, le Bitcoin, tout le monde croit que c'est quelque chose de très différent. Mais d'un point de vue de l'État, État vraiment lui-même, c'est pas si différent que ça. Puisque, en fait, pour l'euro, ça s'appelle l'euro-euro. C'est un nom à la con, mais bon, c'est pareil que l'euro-dollar. Mais la France ne maîtrise pas les euros qui sont créés en dehors de sa juridiction. Donc le Bitcoin, ça ne change pas grand-chose. Le seul truc, ça va être comment les banques réagissent par rapport à ça. Et de ce que moi j'ai l'impression de voir et de ce que les gens sont en train de faire avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est qu'ils sont surtout là pour de la spéculation. Moi, j'ai l'impression que ça va devenir un nouveau marché boursier, mais que ça va pas être utilisé comme forcément une monnaie. Ok, tu Parce penses que pas? les gens, et la plupart des gens, ils sont dans la simplicité, ils ont leur carte bancaire, ils font le sans contact. Pourquoi est-ce qu'ils se feraient chier avec du Bitcoin? Mais tu penses pas que dans le scénario où tes CBC, l'explication en tout cas que tu as fait des CBDC, qui deviennent un outil de contrôle ultime, là d'un coup, ça commence à réveiller quand même une certaine curiosité sur Bitcoin, puisque nous, c'est l'outil qu'on on met en avant le plus, Mais uniquement même. Et puis après, peut-être les autres, même, tu vois, de l'USDT, de l'USDC, j'en sais rien, ou d'autres cryptos comme actifs. Mais je Monero. pense ouais, ou du Monero aussi. Est-ce que tu penses pas que d'un coup, et on le voit déjà apparaître dans certains pays, je sais pas, je pense même au Nigeria qui a commencé à expérimenter aussi les CBDC et on s'est rendu compte, là je regarde encore sur Google Trends, l'endroit où il y a le plus de recherches, c'est le Nigeria. Et est-ce que tu penses pas que ça va faire la même chose? Moi, ce que je vois, c'est que, bah, par exemple, JP Morgan, ils ont inventé la blockchain ONX avec le JPM Coin. Et que quelque part, j'ai un peu regardé comment est-ce qu'ils fonctionnent leur truc. En fait, ça me fait penser à un euro-dollar, mais version crypto-monnaie. Donc, en fait, est-ce que les banques ne vont pas développer des solutions comme ça qui vont être alternatives au CBDC? Parce que pour l'instant, c'est quand même le système bancaire privé qui a le monopole de la monnaie au travers justement de l'euro-dollar et des euro-monnaies. Et que les États ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, si les banques ne veulent pas des CBDC, eh ben, ça va pas donner grand-chose. Moi, mais là où ce que j'ai peur, c'est que l'utilisation du Bitcoin et des autres cryptos soit surtout faite comme des actifs financiers comme la bourse 2.0, que d'un côté, tu les banques qui est leur nouveau système de crypto qui sont un euro-dollar 2.0 où ils font ce qu'ils veulent, et que le citoyen lambda, il soit comme un con coincé avec ses euros numériques. Oui, c'est ça, je pense que c'est très probable que, en tout cas, il passe à côté au début et qu'il y ait juste une minorité au début qui soit capable de s'affranchir, en tout cas, des nouvelles règles sociales qui vont être mises en place. Mais faudra voir. Mais en tout cas, je pense que ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. S'il va falloir qu'on clôture là, parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais si en tout cas, toi, t'es partant pour en faire d'autres, je pense que t'as encore beaucoup de choses à raconter. Peut-être faire un contenu spécifique sur les CBDC, parce qu'au final, on en a quasiment jamais parlé sur la chaîne. Et ça va être un sujet de plus en plus important. Et on a vu, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps de publicité encore du projet par la BCE. Donc ouais, je pense qu'il y a à faire. Et oui, je sais pas si tu as un mot à ajouter avant la fin. Si ce que je pourrais ajouter, c'est par rapport aux monnaies des BRICS. Parce qu'on parle beaucoup à la monnaie des BRICS adossée sur l'or. Mais c'est pareil, la monnaie des BRICS, soit elle est, comment dire, soit il y a un contrôle des capitaux à fond et ça marche pas, ça concurrencera jamais l'euro-dollar, ou soit ils sont obligés de ne pas faire de contrôle de capitaux comme les euro-dollars, mais alors ça va finir comme le Bretton Woods, ils sont adossés à l'or. Et en plus, ben, pour avoir parlé par exemple avec Alexandre Loman qui est au Brésil et qui a des réunions toutes les semaines avec la Banque centrale du Brésil, il m'a dit il n'y a pas de monnaie des BRICS. Et justement, la chose par laquelle on pourrait terminer, c'est que bah, moi, j'ai tout ce que je dis, c'est à peu près sourcé par des sources officielles. Mais regardez les Marc Touati, les Tom Benoît et compagnie, l'an passé, ils sont tous venus en vous disant
c'est officiel, la monnaie des BRICS, elle va sortir, ça va être annoncé en août 2023, et il s'est rien passé. Mhm. C'est que vous avez des gens, et d'ailleurs Tom Benoît, pour préciser, lui, il a carrément effacé sa vidéo. Parce que j'avais fait une vidéo sur lui, il n'a pas aimé, il a dit que j'ai été un escroc. Donc j'ai refait une vidéo sur lui, et derrière, il a effacé toutes ses vidéos où il disait « Ah, la monnaie des BRICS, c'est tout ça ». Et il m'a et il m'a plus jamais parlé. Et il faut, en fait, le mot de la fin, c'est que les gens, moi, je suis Babar le complotard, je peux être n'importe qui, hein, ça se trouve, je suis un ancien footballeur professionnel, je peux être un guignol au RSA, je peux être un mec qui fait du e-sport, je peux être un ancien de chez JP Morgan, on s'en fout. Je suis Babar le complotard, je suis obligé de sourcer tout ce que je dis. Mais faites gaffe à tout ce que vous disent les gens qui se prétendent ceci ou cela. Même à l'école, on vous apprend des trucs, on vous dit ah les banques elles utilisent les réserves bancaires pour faire des crédits, alors que c'est pas vrai. C'est que il faut arrêter avec cet argument d'autorité et il faut vraiment regarder les faits réels tels qu'ils sont. Personne n'a forcément, je dis pas que j'ai 100% raison en économie, personne n'a 100% raison. C'est en fait, des fois les gens pensent que c'est simple, d'autres ils disent c'est compliqué, mais ils parlent pas des bonnes choses. En vérité, c'est quand même extrêmement complexe. Et que c'est pour ça, il faut surtout s'attacher, et c'est ça le problème aussi de nos jours, c'est qu'il y a une guerre de l'information, et on entend tout et n'importe quoi. Et le français moyen qui travaille, je sais pas, enfin même le boulanger, le mec qui travaille à l'usine, le maître nageur, ou ce que tu veux, il fait sa journée, il rentre, il est crevé, il a peut-être pas envie de passer 3 heures sur le site de la Fed à traduire je sais pas combien de pages pour savoir que ce qu'on lui dit c'est faux. Et ça, c'est un gros problème. Mhm. C'est faut se méfier de tout et faut tout vérifier par soi-même. Ouais, je suis totalement d'accord et c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. C'est pour Je avoir te remercie de l'invitation. mais de rien. Merci d'être venu surtout et d'avoir pu partager tout ça. C'est vrai qu'on l'entend quasiment nulle part. Et puis ça a l'air d'être très sourcé. J'invite tout le monde à aller regarder aussi ta chaîne parce que voilà, tu fais beaucoup de contenu. En plus, là, il y a les schémas, il y a les graphiques, tu rebondis dessus. Donc on voit, voilà, c'est signé la Fed, la BRI. Ouais, Et et non, en dessous, il y a tous les liens. Et ouais, quand il n'y a pas les liens, en fait, c'est un lien vers Mediafire. Faut télécharger un fichier texte où dedans, il y a tous les liens. Parce que comme des fois, ça dépasse les 5000 caractères de la description YouTube, j'ai dû trouver un système pour afficher tous les liens. c'est pas con. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. On est allé très loin. J'espère que les gens ont réussi à aller jusqu'au bout. Et sinon, ils se la feront en plusieurs fois. Et puis, de toute façon, on en fera d'autres. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de focus sur un sujet bien précis. Comme ça, on pourra en plus réduire le temps ou pas. On verra. Peut-être qu'on ira aussi plus profondément à voir. Mais en tout cas, ouais, merci. Et j'espère qu'on se refera ça bientôt. Ciao. Ça marche. Bah, écoute, au revoir à tout le monde et à bientôt.